Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Et bonsoir Thomas. Ça va Thomas? Gabin, oui, ça va très bien. Ravi de te retrouver, de retrouver Laurie qui est avec toi en coulisses, et puis de retrouver les personnes qui sont intéressées par ce travail, qui nous rejoignent là. Toujours amusé de voir la dégringolade du chat. Merci à vous d'indiquer d'où vous venez. C'est sympa de sentir que oui. ce petit réseau vient parfois de très loin ou parfois de très proche. C'est tout aussi joyeux. Ouais. Merci à vous de nous rejoindre. J'ai vu passer bonsoir de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est pas à côté. Bonsoir de Annecy, de Reims, de Lorraine, de Nice, de Marseille, Bayonne. Ah oui. L'île de la Réunion. Bonsoir Élise. Du Québec. De Rome. Même de Belgique. Ah oui. De Stockholm. Barcelone. Ah oui, on voyage. Merci. C'est joyeux. Bienvenue pour les personnes qui nous rejoignent. C'est impressionnant. On était très nombreux. Vous êtes très nombreux ce soir à nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre confiance et pour votre intérêt. On en discutait avant de démarrer la soirée avec Thomas. On est ravis de pouvoir proposer ce thème-là, apprendre à se ressourcer pour prendre soin de soi, des autres et du monde. Et on a reçu énormément de questions et on s'est fait la remarque que c'était un sujet vraiment important à aborder et ça me fait plaisir de le faire avec vous avant cette entre guillemets période estivale qui pour certaines personnes rime un peu avec vacances, parfois repos, mais pas forcément. Donc on est ravis d'aborder ce thème-là avec vous. Bienvenue à quelqu'un qui nous joint de Tunis, belle ville où j'ai eu l'occasion d'aller il y a bien longtemps. Peut-être que je peux simplement vous parler un petit peu du programme qu'on a envie de vous proposer pour ce soir. Donc, comme d'habitude, sur les soirées d'échange, on vous propose de nous envoyer en amont de la soirée vos questions par rapport au thème qu'on vous propose d'aborder. Et donc, on a reçu un petit peu plus de 70 questions. On en a sélectionné une quinzaine, vingtaine qui paraissaient vraiment refléter plusieurs interrogations et qui paraissaient être les plus convergentes ou les plus éclairantes par rapport à ce qui nous a été partagé. On n'aura pas l'occasion de prendre toutes les questions, ni celles qui nous ont été partagées en amont, ni celles qui seront partagées dans le chat, mais on espère en tout cas vous proposer des pistes de réponses pertinentes, éclairantes et intéressantes par rapport à cette thématique-là. On a organisé les questions en 4 sous-parties. Une première partie, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se ressourcer? On a reçu beaucoup de questions, comment faire? Donc voilà, on vous partagera des pistes par rapport à ça. La deuxième partie, comment prendre soin de soi sans culpabiliser. C'est pareil, c'est quelque chose qui est revenu énormément dans les questions. Troisième partie, comment trouver l'équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et Merci beaucoup Gabin, et de nouveau merci à chacune et chacun d'être là dans cette salle virtuelle très vaste, puisque je vois que la dernière apparition, en tout cas sur mon chat, c'est Yaorana de Tahiti. Eh bien, bienvenue Yaorana de Tahiti. Je vous imagine à l'autre bout du monde pour moi.
et je suis très touché de votre intérêt pour ce cheminement que nous pouvons tenter de faire ensemble un petit peu sur ce thème du ressourcement. Effectivement, comme Gabin l'a dit, la période de l'été est pour certains d'entre nous, pas tout le monde malheureusement, une occasion de prendre un peu de vacances, un peu de congés. Et comme le mot vacances l'indique, ce sont des états de vacances. Je me mets en vacation, je suis vacant, ou je tente de l'être en tout cas. Je ne vais pas de nouveau remplir ce temps de choses à faire. Je vais essayer d'être dans la qualité d'être. Et c'est difficile pour de multiples raisons, comme les questions que vous nous avez envoyées l'indiquent bien. J'ai été très touché de voir que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment difficile d'accepter de se ressourcer, de savoir comment se ressourcer, de même identifier que veut dire ce mot se ressourcer. Il y a des questions comme ça. Le besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ou en tout cas pour moi, ou peut-être Gabin, qui vous recevons aujourd'hui. Et comment instaurer ça dans sa vie alors que souvent les rythmes sont rapides et que nous sommes partagés entre la profession, le conjoint si on en a un, des enfants si l'on en a bien sûr, et que tout ça rend la chose difficile. Alors observons peut-être, avant de rencontrer les questions, certains mécanismes qui peuvent nous empêcher cette qualité de ressourcement nécessaire. Nous serons souvent pris dans les 4 jugements de base que l'on pratique, les 4 pièges de base pardon, que l'on pratique dès que l'on apprend la communication non violente, et vous les retrouvez dans le premier module de base de la CNV. Ce sont les jugements, les croyances, la pensée binaire et les il faut. Assez souvent, si je ralentis, que je me pose un moment et que je me dis, je vais me prendre une matinée tranquille ou une journée tranquille ou un week-end à ne rien faire, il y a un jugement qui me dit, mais comment peux-tu faire ça? Il y a tant de choses à faire. Ta maison est en désordre, ta comptabilité est à l'abandon et tu devrais aller voir ta vieille maman ou visiter ta vieille tante à l'autre bout du pays. De sortes de jugements viennent malheureusement mortifier et peut-être museler complètement ce besoin. Nous avons derrière ça besoin de décoder, et vous m'aurez entendu dans les formations précédentes proposer de retourner le jugement comme une chaussette. Et quand je me juge égoïste ou paresseux de me reposer, de réaliser je suis fatigué, j'ai besoin de prendre soin de moi. Si je ne prends pas soin de moi dans la durée, tôt ou tard, je ne pourrai plus prendre soin de personne. Et donc prendre soin de moi, ce n'est pas me couper des autres, c'est faire en sorte que je suis régénéré, réoxygéné, revitalisé et que la qualité d'être que je peux proposer aux autres s'en voit manifestement améliorée. Et donc je ne me laisse pas plomber par le jugement. Je l'utilise pour se renseigner sur ce qu'il y a derrière. Et c'est une pratique, vous l'aurez perçu. Nous ne faisons pas ce travail, Gabin et moi, depuis des années. Si c'était tout simple et que ça tombait du ciel, ça ne tombe pas du ciel. Et nous avons donc besoin de décoder les jugements. Il y a des croyances. Si je m'arrête, je ne reprendrai jamais. Et ça va être beaucoup plus dur lundi de reprendre le travail. Donc il vaut mieux que je reste dans la cadence tout le week-end. Beaucoup de croyances comme ça qui nous empêchent de voir la vérité, qui est que pour pouvoir maintenir une certaine cadence, un certain rythme, et évidemment, comme n'importe quel grand sportif, j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer. Et la croyance a donc également besoin d'être retournée comme une chaussette. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette croyance? Quels sont mes vrais besoins? Et comment est-ce que je peux démanteler ce langage anesthésiant, limitant, inhibant, pour retrouver de la vitalité? Et il y a beaucoup de croyances par rapport au regard de l'autre. Oui, mais si j'en fais moins, si je ralentis, est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je resterai intégré? Est-ce que j'aurai toujours mon appartenance? Est-ce que je serai valorisé comme avant? Beaucoup de croyances par rapport à ça et à l'estime de soi. Lorsque nous sommes à ce point dépendant du regard de l'autre, que nous sommes toujours de choses à faire en choses à faire, courant tout le temps, c'est que manifestement nous n'avons pas encore suffisamment travaillé une juste estime de soi, une confiance en soi qui permet de se dire que j'ai la capacité d'accepter de déplaire. Je cherche pas à déplaire évidemment, mais j'accepte que peut-être si je fais moins, si je prends davantage de temps pour moi-même, ça va peut-être déplaire à certains qui ont des attentes, mais ça c'est leur vie et c'est leur choix. Ma vie et mon choix importent aussi au moins autant, et donc je prends soin de ce temps pour moi en acceptant que ça puisse peut-être déranger d'autres personnes. Voilà, on verra bien ce que ça fait. Les vrais amis comprendront qu'un être humain se ressource, qu'un être humain prenne du temps pour soi, qu'un être humain choisisse la qualité d'être plutôt que le nombre de choses à faire. Les vrais amis vont chérir cela. Je reconnais que ça peut faire un peu de tri et qu'a priori, nous avons un peu peur de ça. Est-ce que je vais pas me retrouver tout seul? C'est
c'est pas un risque que l'on vérifie. Il y a parfois une petite traversée du désert quand on commence à changer sa vie. Beaucoup d'entre vous l'auront sans doute déjà vécu. Se dire, les amitiés d'avant ne sont plus aussi fortes. Peut-être certaines se défont effectivement, et qu'il y a peut-être un petit passage à vide que l'on peut identifier avec ce qui est dans pas mal de traditions nommé comme une traversée du désert. C'est fondateur aussi. C'est pas là par hasard, ces moments-là. C'est pour donner l'occasion de nous ancrer dans qui nous sommes vraiment et se défaire petit à petit du personnage construit, codé, programmé par la société, par l'éducation, par la culture ambiante, mais qui est pas vraiment nous. Et le travail que nous proposons, bien sûr, c'est de devenir qui nous sommes vraiment, parce que c'est là que se trouve notre vraie générosité et notre vraie capacité à créer un monde différent. Et je crois que ça, c'est des enjeux vraiment citoyen aujourd'hui, de sentir que j'ai en moi la capacité à créer un monde différent. Et ça va donc bousculer les choses, parce que le monde aujourd'hui a vraiment besoin d'être bousculé. Je pense que nous sommes nombreux à le percevoir. Donc, se défaire des jugements, se défaire des croyances, se défaire de la pensée binaire, qui est souvent comme des tiroirs qui s'opposent. Si je ralentis, je ne vais plus rien faire. Donc, pour continuer à bien faire, je ne ralentis pas. Mais mon Dieu, mais quelle vision très très étroite. Si je prends du temps pour moi, ça veut dire que je me fiche des autres. Donc, pour m'occuper des autres, eh bien, je me fiche de moi. Mais mon Dieu, quelle étroitesse de vue, vous voyez. Et je prends soin des autres, et je prends soin de moi, et particulièrement, je prends conscience que pour pouvoir adéquatement prendre soin des autres par une présence joyeuse, détendue, confiante, énergisée, stimulante, ça suppose évidemment que j'ai pris ce temps pour moi avant. Imaginez une maman qui se dirait, je dois nourrir mon bébé, je dois nourrir mon bébé, je dois nourrir mon bébé, et qui ne le lâche jamais. Tôt ou tard, il n'y a plus personne, tout le monde est mort desséché. La maman a besoin d'un égoïsme bien compris. Je prends soin de moi, et donc le bébé est dans son lit, et il dort, et il peut pleurer parce que moi, pendant ce temps, j'ai besoin de me ressourcer, et je vais effectivement recharger mon énergie en échangeant de la tendresse avec mon conjoint, si j'ai la chance d'en avoir un, et en échangeant du temps pour moi, du silence, de la méditation, de la création, du chant, de la musique, toutes sortes de choses que nous pourrons voir plus tard dans notre échange. Mais pour pouvoir être justement une maman disponible qui a de quoi allaiter son enfant avec vitalité et énergie. Donc, se défaire de la pensée binaire qui est extrêmement tétanisante, et nous la retrouverons dans plusieurs des partages que vous nous avez faits. Et enfin, quatrième piège, pardon, je mesure plus mes doigts, quatrième piège qui peut compromettre notre communication, les jugements, les croyances, la pensée binaire et les il faut. Les il faut, je dois, c'est comme ça. Et donc, si vous êtes habité par cette petite formule contraignante et culpabilisante, évidemment que vous vous arrêtez jamais pour faire une petite sieste, vous restez pas au lit une heure de plus, vous prenez pas le temps de déguster votre café après le repas à votre aise ou votre tasse de thé, vous êtes piégé dans il faut passer à la chose suivante, et vous courez tout le temps. J'en parle comme quelqu'un, vous le savez, vous m'aurez déjà entendu, certains d'entre vous, dire que je suis entré en thérapie parce que je courais tout le temps et qu'il y avait en moi beaucoup de il faut. J'ai grandi dans une famille très catho bourgeoise avec beaucoup de il faut, c'est comme ça, on se doit de, c'est notre rôle, etc. Et donc j'ai eu pas mal de travail à démanteler ça pour faire les choses parce que j'y tiens, parce que je les aime, parce que j'aime faire ça, et j'accepte les inconforts qui vont avec mon choix, parce que je choisis et j'accepte les renoncements nécessaires au choix. C'est tout un travail, rien n'est magique là-dedans, c'est du jardinage. Et donc je nous propose, pour nous donner le temps de nous ressourcer, de travailler à nous défaire des il faut que je sois partout à la fois, il faut que je cours tout le temps, il faut que je m'occupe de celui-ci, de celui-là, de celle-là, et que nous puissions calmer cela pour respecter le premier humain dont nous avons tous la charge, qui est nous. Nous avons la charge de cet humain. Comment voulez-vous apporter du bien-être sur la planète si vous vous maltraitez vous-même? Vous allez entretenir de la maltraitance en vous promenant partout, et sans bien vous traiter, eh bien vous entretenez de la maltraitance sur l'humanité. Et donc nous avons absolument besoin de commencer à bien traiter le premier humain dont nous avons la charge, qui est nous. Et ça ne veut pas dire ne plus rien foutre, vous vous en doutez bien. Ça ne veut pas dire devenir indifférent aux autres, ça veut dire être attentif à ce dont la vie a besoin pour être douce, pour être généreuse, pour être partagée. Et ça commence ici. Je prends soin de ce qui me permet de goûter la vie avec douceur, avec profondeur, avec
saveur, je la savoure. Voilà déjà 4 mécanismes que nous pouvons observer dans nos vies, et vous me direz sans doute, ça viendra sans doute dans le chat ou dans les questions, oui, mais comment on fait? En s'assoyant régulièrement avec soi-même. C'est la fameuse question que nous avons travaillée dès le premier module. Comment ça va? Toi, l'humain dedans. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait envie? Qu'est-ce qui te met en vie? Par où la vie va? Quel est l'axe de ta boussole? Qu'est-ce qui est stimulant, vibrant en toi? Qu'est-ce qui te rend joyeux, joyeuse, heureux, heureuse, disponible, solidaire, partageant? Et en même temps, qu'est-ce qui te pèse, qu'est-ce qui te peine, qu'est-ce qui t'attriste, qu'est-ce qui te fout la rage et que tu as donc besoin de comprendre pour ne pas faire payer ta colère aux autres ou ton dépit aux autres. C'est un travail d'hygiène de conscience. Vous connaissez cette expression que j'utilise très régulièrement. C'est comme ça que l'on pratique petit à petit. Ah tiens, j'avais ce jugement sur moi. Je retourne la chaussette. Qu'est-ce que ça dit de moi? La communication non violente est un outil très pertinent pour apprendre à décoder les jugements. Tiens, j'ai cette croyance que si je fais ceci, il va arriver ça. Comment je peux retourner de nouveau la chaussette de la croyance et aller voir, mais quels sont mes vrais besoins par rapport à ça? Qu'ai-je besoin d'accepter ou de mettre en place? Et ainsi de suite pour les pensées binaires et pour les il faut. Voilà une première série de pièges liés à nos habitudes de communication. Maintenant, il y a également une autre série de pièges que nous avons pu voir de façon régulière dans différents modules précédemment, qui sont les mécanismes autobloquants, dont je parle dans le premier chapitre de mon dernier livre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Dans ce dernier livre, sorti en 2020, le premier chapitre est consacré à explorer 5 mécanismes que j'ai appelés autobloquants, parce que tant que nous sommes dedans, sans les voir, eh bien nous sommes autobloqués dans notre processus d'évolution vers une nouvelle façon d'être. Et nous sommes autobloqués individuellement, personnellement, mais nous autobloquons tout le processus de croissance de conscience collective par notre propre inertie. Donc il y a de nouveau un enjeu citoyen à se mettre en route pour encourager l'ensemble des citoyens à se mettre en route rapidement, parce que c'est pas le but aujourd'hui de les passer tous en revue, vous les retrouverez, si pas dans les enregistrements précédents, les autres modules, au moins dans ce chapitre de mon livre. Le premier piège, c'est la culture du malheur. La culture du malheur, qui culmine parfois dans un certain culte du malheur, le goût du drame, l'attachement à la souffrance. Et ces fameuses petites phrases que je rappelle souvent, qui est une sorte d'injonction, on n'est pas là pour rigoler. Un vaccin anti-bonheur. Si cette petite phrase circule en vous, on n'est pas là pour rigoler, eh bien vous vous autorisez aucun bien-être, aucun plaisir, ou en tout cas aucun bien-être ni plaisir durable. Un petit plaisir de temps en temps, un petit bout de chocolat, une petite cigarette, un petit verre de vin, et puis c'est tout. On ne s'installe pas dans un état de bien-être, ou alors on fait peut-être sa petite médite le matin pendant 10 minutes, ou son petit yoga rapidement, mais le reste de la journée est au combat. Au lieu de tirer parti de ce moment de méditation ou de yoga, de présence à soi ou de contemplation pour se dire, mais moi, je veux vivre comme ça. C'est comme ça que je me rends à mon travail. C'est comme ça que je participe à la réunion d'équipe. C'est comme ça que je m'investis dans mes projets. Dans cet état qu'à l'occasion, la méditation ou le tai chi ou le yoga ou peu importe, a activé en moi. Je l'ai activé pas pour y revenir le lendemain et le lendemain et le lendemain dans une sorte de dépendance compulsive. Je l'ai activé en moi pour le porter en moi. C'est ça que nous pouvons apprendre à vivre. Et c'est ça qui est extrêmement transformateur, hein, extrêmement transformateur. Mais donc, je déjoue la culture du malheur en m'instaurant une culture du bien-être profond et contagieux. Quand je parle de bien-être, vous le savez, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, du narcissisme et de la complaisance. C'est un état d'être intérieur de paix qui se révèle contagieux et bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est quelque chose qui a un effet citoyen de nouveau et entraînant. Pour ça, nous devons déloger, je dirais même décoloniser notre système de pensée de l'habitude de la culture du malheur, du goût du drame et de l'attachement à la souffrance et de croire qu'il faut souffrir pour mériter. Ça, c'est du dolorisme qui est la tragédie d'une mésinterprétation complète du message christique, notamment dans cette tradition-là. Nous ne sommes pas là pour subir, nous sommes là pour trouver, et c'est pas toujours facile, les voies de la joie, et si pas de la joie, les joies de la paix. L'état de paix.
Ça s'apprend, ça se travaille, vous voyez. Donc, quitter la culture du malheur, l'observer dans notre vie. On ne va pas quitter un piège sans avoir vu qu'on y est pris, hein. Et je peux vous avouer que pour moi, je qui croyais être plutôt fêtard avec les copains, aimant la vie et les voyages et les rencontres, etc., ça m'a fait un sérieux claque dans la figure de réaliser, oui, tu es dans le goût du drame, tu t'attaches à la souffrance, tu ne crois pas qu'un bonheur peut s'installer de façon durable, tu le goûtes de temps en temps, bien sûr, mais tu ne le laisses pas se poser pour s'installer comme une façon d'être au monde. Or, c'est ça que nous pouvons arriver à faire, et je peux pas, et je n'ai pas la prétention de vous en convaincre, bien évidemment, mais juste de vous le partager. Nous pouvons parvenir petit à petit. C'est un jardinage, c'est une gymnastique, c'est une hygiène, comme l'apprentissage d'un sport ou d'un instrument de musique ou de n'importe quoi. Nous pouvons parvenir à établir un état de paix, de douceur, qui est ressourçant par nature, parce que je le porte en moi. Quitter la culture du malheur. Deuxième piège, c'est la culture des rapports de force, domination, soumission, agression, démission, etc. Je ne reviens pas profondément dessus, mais nous sommes souvent dans un rapport de force avec nous. Nous nous contraignons, nous nous imposons, nous nous dominons, nous nous punissons souvent d'ailleurs. Mon Dieu, mais quelle souffrance. Comment voulez-vous pacifier le monde à l'extérieur si vous êtes en guerre à l'intérieur? Il est plus que temps d'apprendre à se réconcilier, à trouver notre unité, à trouver un rapport non plus de force, mais de collaboration intime avec toutes les parties de nous, celles que nous aimons bien, qui nous portent, et celles que nous aimons moins bien, mais que nous avons besoin de comprendre et d'intégrer petit à petit, avec bonhomie pour cet humain-là, qui a besoin d'être accueilli et chaleureusement soutenu dans son processus de croissance. Donc, quitter la culture des rapports de force sur soi et entrer dans des rapports de collaboration. Connivence, inclusion. Et puis nous avons la culture de la méfiance, contraction, fermeture. Je reste dans le peu que je connais parce que le nouveau me fait peur, etc. C'est extrêmement limitant. Nous avons besoin d'oser nous alléger. Oser sentir que la vie est beaucoup plus douce et légère que ce que nous croyons. Nous avons fait un truc tragique à supporter, un combat, une compétition, être le meilleur, être valorisé aux yeux des autres. Ça, c'est notre système de pensée. Ça nous rend pas heureux du tout. Ça nous plombe et ça nous mène au burn-out, tôt ou tard, ou à la dépression. Nous avons donc le pouvoir de changer le système de pensée. C'est extraordinaire. Utilisons, mon Dieu, ce pouvoir et revisitons les habitudes qui nous plombent. Donc, quitter la culture de la méfiance et co-créer, ça se co-crée petit à petit, ça se jardine, une culture de la confiance et de l'ouverture. Et donc, ça passe par instaurer des moments de ressourcement, de pacification, d'ancrage en nous-mêmes pendant notre journée, notre semaine et nos années. C'était le troisième piège, la culture de la méfiance à quitter. Troisième mécanisme autobloquant. On arrive au quatrième mécanisme autobloquant que je passe rapidement également en revue avant de passer aux questions avec vous. C'est le quatrième mécanisme autobloquant, c'est la culture de la séparation, division, morcellement. Nous avons très fortement pris l'habitude de tout cloisonner, d'étiqueter la vie, les gens, les choses, nous-mêmes, et nous avons oublié l'inclusion, la capacité à créer du nous, d'un nous fécond et surtout d'abord un nous intérieur. Or, pour pouvoir créer un nous intérieur, les moments de ressourcement sont extrêmement précieux et féconds et fertiles, je dirais. Donc, nous avons besoin de nous décloisonner et retrouver notre unité. Nous sentons, la plupart d'entre nous, nous sentons cet appel à l'unité. Nous sommes souvent en manque de l'unité, en manque d'un état de plénitude, parce que nous n'y travaillons pas. Et donc, comme on en manque, on compense, on picole un peu trop. Alors effectivement, quand j'ai un peu trop picolé, j'ai un peu l'impression de flotter, et ça me donne une impression d'unité. Ou bien quand j'ai fumé un peu des trucs stupéfiants, ben ça me donne aussi une impression de flottaison, comme ça un peu plus douce. Mais c'est des mécanismes compensatoires. Je ne grandis pas en conscience, ni en bien-être profond, et encore moins en bien-être profond et contagieux. Je porte avec moi ma souffrance et mon mécanisme compensatoire. Alors, c'est l'occasion d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière et comment transformer ça. C'était le quatrième piège, quitter la culture du cloisonnement-division et créer une culture de l'inclusion, de l'appartenance, ce sentiment de nous. Et nous verrons dans les échanges que nous aurons que je recommande chaleureusement le fait de baigner dans la nature, de baigner régulièrement dans la nature. Et la nature n'est pas si loin, même si on arrive vite en ville, que nous ne puissions nous y ressourcer profondément. Et nous arrivons au cinquième piège, cinquième mécanisme autobloquant, qui est la culture de la lutte contre le temps.
le temps étant vécu comme un ennemi contre lequel se battre, plutôt que comme un allié avec lequel marcher en bon compagnonnage sur le chemin de la vie. C'est un système de pensée, c'est une programmation. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il semble que ça se soit instauré, je l'ai déjà évoqué dans des échanges précédents, avec la révolution industrielle, les grosses machines, le capital investi dans des machines, il faut faire tourner les machines, et l'humain devient un ingrédient pour faire tourner la machine. Et puis voilà. Et c'est tragique parce que ça nous a coupé des rythmes doux, des rythmes justes. Et donc nous croyons devoir courir tout le temps. Et donc, c'est tout un travail sur soi que d'observer ce mécanisme, cette croyance que je dois courir tout le temps. Et je peux de nouveau vous témoigner que j'ai grandi dans une famille aimante et chaleureuse, mais avec des parents qui étaient toujours très pressés, qui avaient peu de ressources et pas mal de charges à gérer, et qui, j'ai entendu donc, dépêche-toi, on n'a pas le temps, ou on fera ça plus tard. Oui, procrastination. Et donc, il m'a fallu tout un temps pour réaliser que je ne vivais pas à mon rythme. J'avais copié-collé le rythme parental et je croyais que c'était comme ça qu'on l'on vivait. Mais mon Dieu, à un moment, j'ai pris conscience que moi, j'ai un rythme doux. J'ai besoin de faire les choses doucement. J'adore faire des choses, avoir un joyeux programme, m'investir dans des projets, et j'en ai beaucoup. Et en même temps, je veux de l'espace entre les choses, du ressourcement. Nous verrons comment faire ça, parce que vous me direz tout de suite, oui, mais comment est-ce qu'on fait quand on a un boulot, les enfants, etc. Il y a beaucoup de mecs qui vont se hérisser pour nous empêcher de mettre en place le cheminement vers un état de bien-être. Alors, à vigilance, hein, notre ego ne veut pas notre bien-être, hein, il veut le statu quo. Alors, c'est pas un petit détail que d'observer les mécanismes de l'ego pour ne plus s'en laisser compter. Et nous irons donc voir ça. Donc, je clôture sur ce dernier mécanisme autobloquant. Pacifier notre rapport au temps va être la clé d'un immense ressourcement. Et nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Voilà quelques mécanismes que je vous propose d'avoir à l'esprit, à la conscience, pour pouvoir, dans votre moment de douche psychique, que je vous conseille au moins aussi régulier, ces moments-là, que la douche physique, que vous pouvez contempler en observant, est-ce que je suis pas pris dans un de ces pièges-là, hein? Qu'est-ce qui fait que je suis pris là-dedans? Par où c'est venu? Et comment est-ce que je peux petit à petit en sortir? Et permettez-moi de vous partager que depuis 30 ans que j'accompagne les personnes à travers tant de méandres et de cycles et de saisons, j'ai acquis cette confiance absolue. Nous disposons pour nous transformer et transformer notre façon d'être au monde d'un pouvoir aussi considérable qu'ignoré jusqu'ici, mais nous pouvons l'apprendre. À tout de suite donc pour vos questions. Je repasse la main à Gabin. Je te remercie Thomas pour cette introduction déjà riche et donc il y a plusieurs sujets que tu as évoqués qu'on aura l'occasion de reprendre et de redévelopper avec les questions qui ont été posées. En tout cas, c'est une belle introduction et je voyais dans le chat que c'était en résonance pour beaucoup de personnes que ça a évoqué déjà de belles choses, de belles pistes. Donc je pense que la soirée est bien lancée. Super. Et donc, ce que nous vous proposons maintenant, c'est d'aller découvrir les premières questions. Concrètement, comment se ressourcer? Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de nous partager les questions en amont de la soirée. C'est très précieux pour nous et ça nous aide vraiment à pouvoir préparer le support de présentation avec de belles images aussi et d'avoir une progression pédagogique tout au long de la soirée. C'est très aidant pour nous. Merci à vous. Et donc, on démarre avec une question de Manon. J'ai toujours eu l'habitude de faire passer les autres avant moi, au point que je ne sais pas m'écouter et comprendre quand mon corps me dit qu'il faut que je prenne soin de moi. De plus, je ne trouve pas facile de savoir ce qui nous permet de nous ressourcer ou non dans un monde de distraction et de sollicitation en tout genre. Avez-vous des clés pour apprendre à s'écouter et savoir ce qui est bon pour soi, pour prendre soin de soi? Merci d'avance pour votre réponse, Manon. Avez-vous des clés? Alors effectivement, la première des clés, ce sera de s'observer pour comprendre pourquoi je me suis coupé de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon système éducatif indiqué que c'était pas juste, qu'on n'avait pas le temps, que c'est pas par là que ça va aller, que c'est sans doute coupable. Nous avons besoin de nous arrêter avec ces systèmes de pensée pour ne pas les laisser prendre plus de place et au contraire apprendre à les, si je peux m'exprimer comme ça, les dégonfler, les réduire,
Et ça s'apprend petit à petit. Et je ne vois pas d'autre solution que de côtoyer cette partie de soi régulièrement. Et concomitamment avec ce qui m'empêche de me ressourcer, les pensées, les croyances ou les jugements, petit à petit s'ouvrir à mais qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Qu'est-ce qui est goûteux? Qu'est-ce qui est savoureux? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me rend la vie plus douce, plus soyeuse, plus plaisante? Et ça peut être aussi simple, et surtout, commençons par des choses simples, que de rester un peu plus longtemps sous la douche, simplement, en goûtant, en savourant, sans être pressé, ou de prendre un bon bain tranquillement avec de bons parfums, de bonnes odeurs, en allumant peut-être une bougie, en écoutant de la musique, des choses aussi simples que ça. Ça peut être aussi simple que de s'attarder à la fenêtre devant la beauté de la pluie qui frappe et du vent qui passe et des nuages qui sont chassés. S'arrêter pour goûter, pour savourer, pour donner de l'intensité à ce qui se vit là. Vous n'avez pas le pouvoir de vivre autre chose que l'instant présent. Et c'est là que se passe votre vie. Alors, est-ce que vous la goûtez, votre vie, là, dans l'instant, ou est-ce que vous attendez que plus tard, peut-être, ce sera un peu mieux, ou tout à l'heure, ou demain, ou à l'époque des vacances, ou quand je serai parti en week-end? Ah, vous êtes toujours en train de courir. Mais inversement, si vous vous dites, je ne peux vivre que cet instant, savourons cet instant de tout notre être. Et bien là, tout d'un coup, le moment prend de l'intensité, prend de la densité. Il vous occupe au sens noble, il vous habite. Et donc, vous n'êtes plus pressé de passer à ce qu'il y a derrière. Vous êtes heureux d'être là. C'est ce qu'on appelle le bonheur. Vous êtes à la bonne heure et non plus en train de courir parce que vous êtes à la mauvaise ou à la mal heure. Le langage est clair. Le langage est clair. Nous sommes souvent distraits, malheureusement. Et donc, voilà une proposition qui est et qui sera certainement valable pour beaucoup d'autres interactions avec vous ce soir, qui est de s'arrêter pour être là. Parfait. Merci Thomas. Les questions suivantes viennent de Sarah et d'Emmanuel. Quelles sont vos techniques de ressourcement, vos idées? Et peut-on rappeler les diverses façons de prendre soin de soi? Comment faire si on ne peut malheureusement pas le faire dans tous les domaines, même essentiels? Et comment savoir si on prend suffisamment soin de soi? Emmanuel. Merci à Sarah et Emmanuel. Quelles sont vos techniques de recevement, vos idées? Alors, bien sûr qu'il y en a autant qu'il y a de personnes qui se soucient de ça et qui, à force de cheminer, ou parfois seulement parce qu'ils en avaient l'intuition, ont trouvé ce qui les ressource. Je peux vous partager en toute simplicité ce qui, moi, me ressource depuis l'enfance. C'est la présence, c'est ce qu'on appelle la nature. Je n'en suis pas dehors, je suis dedans. Nous sommes tous dans la nature. Nous appartenons à la nature. C'est notre famille. Nous sommes issus dans une filiation qui est de l'ordre du tissage et du cousinage. Nous sommes issus de la nature. Et donc, simplement aller marcher en forêt ou se poser au pied d'un arbre si vous êtes en ville et qu'il n'y a pas de forêt tout près, vous procure, si vous êtes un peu attentive, la sensation d'être en présence de quelque chose qui était là bien avant vous et qui sera bien après vous. Et donc d'appartenir à quelque chose qui est vaste, qui est puissant, qui est fidèle, qui est au rendez-vous. Et on le voit maintenant dans cette fin de printemps, ce début d'été, comme la nature, bien qu'on la martyrise, est fidèle au poste. Tout a fleuri, tout est en expansion. Les arbres sont devenus majestueux, ça tressaille de branches, de feuilles et de fleurs assez souvent. Les odeurs sont riches. Goûtez ça. Pour réaliser, vous n'êtes pas tout seul perdu comme ça, comme une petite goutte qui se serait séparée de l'océan. Vous appartenez à l'océan. Évidemment, nos systèmes de pensée nous font croire que quand la vie, tout d'un coup, nous individualise dans cette existence, eh bien, c'est un peu comme la petite goutte qui a rebondi contre un rocher, qui s'est dit, au secours, je suis perdu, où est ma famille, mon appartenance? Et à un moment, elle tressaille d'effroi, elle se dit, je suis toute seule, je suis perdue, je vais dessécher au soleil, je vais m'éclater contre un autre rocher. Et ben, dans la seconde qui suit, elle a rejoint l'océan, elle est de nouveau dans son appartenance. C'est une image qui est très souvent utilisée parce qu'elle décrit bien que c'est nos systèmes de pensée qui nous font croire que nous sommes tout seuls, coupés, séparés. Nous avons le pouvoir, la capacité à nous relier, à nous sentir en lien, en appartenance. Et moi, ça m'a toujours été une ressource
profonde. Depuis que je suis gamin, j'ai eu la chance évidemment de grandir à la campagne, ça m'a donné cette inspiration immédiate, je reconnais que c'est une grande chance. J'avais un père forestier amoureux des arbres, des troncs d'arbres, des racines, du déploiement de la ramure et qui m'a procuré son enchantement à contempler les arbres qu'il élevait lui-même et qu'il entretenait. Et donc, dès l'âge de 12-13 ans, j'ai pu sentir que je pouvais m'asseoir dans les grands bras des racines de vieux arbres et me sentir en compagnie. Me sentir en compagnie, me sentir accompagné, me sentir soutenu. J'ai pu mettre mes pieds dans un ruisseau et me sentir partir avec le ruisseau jusqu'à la mer et sentir le lien. Oui, c'est pas compliqué, ça coûte rien. C'est juste travailler la conscience que nous appartenons à quelque chose de vaste et cesser de s'imaginer que notre petit hiver est complètement limité. Ça, c'est une première clé que j'ai. Donc, cette sensation d'appartenir. Et puis, il y a la contemplation de la beauté. Contempler la beauté, s'émerveiller. Vous pouvez faire ça toute la journée, même par une journée de pluie et de crachin qui vous paraît morose parce que le système de pensée interprète que c'est morose. Vous pouvez vous émerveiller de l'abondance de la pluie, de la richesse, de toute la générosité qu'il y a là et du phénomène incroyable qui fait que l'eau qui est aspirée sur les océans vient être redistribuée sur la planète et vous sentir partie de ce cycle incroyable. Goûtez ça, savourez ça, reliez-vous, relions-nous. Donc la contemplation est une source pour moi d'émerveillement extraordinaire. Pour beaucoup, ce sera, et pour moi également, à l'occasion, ce sera la création. Il se fait que j'aime pianoter un petit peu du bout des doigts et que me mettre quelques moments au piano me fait un grand moment de connexion, de ressourcement et que beaucoup de gens aiment la musique et créer de la musique simplement sans compétition et sans perfectionnisme, juste pour le simple plaisir de quelques notes. Jouez au clair de la lune au piano et enchantez-vous de ce que ça vous révèle, de ce que ça vous réveille comme souvenir et de la douceur de ces quelques notes. C'est exquis. Chantez, chantez, entendez votre voix, chantez, sentez la puissance qu'il y a en vous, ou la douceur, ou la délicatesse. Nous aurons l'occasion d'explorer d'autres façons de nous ressourcer, mais donc l'activité physique aussi, marcher bien sûr, marcher d'un bon pas, marcher d'un pas vif pour sentir la dynamique du corps, l'énergie, marcher en montagne, marcher. Il y a peu, j'étais dans le Vercors pour 3 jours de silence et solitude. Ce sont des espaces absolument fabuleux, magnifiques. C'est pas loin, enfin, je parle pour ceux qui sont en France ou en Belgique, bien sûr, mais partout à travers la planète, il y a des montagnes, il y a ne fût-ce que des collines ou des forêts, et c'est parfois à 1 heure du centre-ville. C'est pas compliqué de s'y rendre et d'aller faire quelques heures de grandes balades, et ça ne coûte rien. Et ça rapporte gros. On le prouve aujourd'hui, vous le savez, vous l'aurez lu, ou vous pouvez le lire en tout cas, qu'1 heure, parfois même une demi-heure de tressaillement dans la forêt sous les arbres a un véritable effet de pacification. Parce que notre organisme s'y reconnaît, je suis dans la nature, je suis un être vivant, entouré d'êtres vivants. Je suis pas tout seul dans du béton à me battre contre des systèmes humains créés souvent avec beaucoup d'aveuglement, d'étroitesse et de brutalité de l'administration, etc. Ben non, je suis un être humain, un être vivant qui appartient à du vivant, et la forêt me le dit, ou la nature ou les champs me le dit. Voilà des moyens de maintenir une activité facile à faire. L'activité physique, l'activité créatrice, je l'ai évoqué, et l'activité spirituelle. Relisez des textes qui vous inspirent. Le monde est rempli de sagesse. Intéressez-vous à toutes les sagesses. Vous n'êtes pas le premier humain qui se demande comment vivre. C'est une question de base depuis que l'intelligence est là et que quelques neurones se sont connectés. On s'est tous demandé comment vivre, pourquoi je suis là, quel est le sens. Et bien, allez puiser là-dedans. C'est fabuleux de voir la convergence. Et la plupart du temps, ils vont nous dire des choses très semblables, et vous m'aurez entendu les rappeler. Apprends à ralentir. Apprends, ça s'apprend, à t'asseoir. Apprends à laisser tout doucement le saut de ton discernement, de ta conscience. Et je ne parle pas de l'intelligence logico-mathématique, simplement une perception fine, très sensorielle. Apprends à laisser ce saut du discernement descendre dans le puits de la connaissance infinie et remonte à toi ce dont tu as besoin pour vivre. Toutes les traditions s'entendent dans des langages très souvent proches sur cet enjeu de s'asseoir, s'écouter pour se ressourcer. Et nous, au lieu de puiser dans ce puits, nous courons à toute vitesse. La clé est là. La clé est là, simple. Et ça coûte pas un bal, si vous me passez l'expression. Vraiment. Donc, se ressourcer au côtoiement des messages spirituels, instaurer cette hygiène, cette discipline d'en lire régulièrement,
Et également, lisez de beaux textes, lisez des textes écrits avec passion, avec amour, dans une belle dans une langue raffinée, qui développe une pensée fine, précise, élégante. Nourrissez-vous de ça, retrouvez des auteurs qui vous enchantent. Ne vous laissez pas atrophié par les SMS, par les textos, par le jargon souvent maladroit quand il n'est pas vulgaire de la plupart des médias. Laissez votre cœur et votre conscience s'inspirer par la beauté, par la richesse, par la nuance. Et il y a tellement de beaux textes magnifiques. Relisez-les, apprenez-les par cœur. Voilà une belle occasion de vous ressourcer. Redites-les-vous dans les transports en commun. Enchantez-vous de vous rappeler de belles phrases, de jolies formules. C'est une merveille que de puiser là-dedans. Laissez-vous petit à petit tressaillir. C'est ça, se ressourcer. C'est sentir, je suis tressaillant de vie, je suis un être vivant. Et on peut le faire de toutes sortes de façons. Et enfin, bien évidemment que certaines parmi vous auront trouvé beaucoup de ressourcement dans une activité, pas seulement lire des messages spirituels, mais être dans un état de méditation ou de prière, de louange, de gratitude. C'est un état qui active en nous beaucoup de paix, de pacification. Et aujourd'hui, vous le savez aussi, ça se prouve que les états de prière, de méditation, de présence activent en nous toutes sortes d'énergie et de tout ce qui est en ocytocine, sérotonine, et je suis pas spécialiste de la chose, mais je sens ces choses en tout cas, et je recommande de vivre comme ça. Et de nouveau, j'aime nommer que c'est pas un enjeu de développement dit personnel. Si nos populations avaient appris dès la maternelle comment se ressourcer, qu'est-ce qui me ressource moi, quel est particulièrement ce qui me remet en joie, ce qui me remet en vie et en envie, eh bien je pense que nous aurions des sociétés beaucoup plus paisibles. Voilà quelques clés, et il y en aura d'autres qui viendront. Merci Thomas pour ces invitations, ces propositions. Je vois également dans le chat, il y a eu plusieurs propositions qui sont passées et beaucoup de résonance avec ce que tu évoques. Les questions suivantes. La première nous vient de Roxane. Comment arrêter d'être dans le mental et de vouloir tout contrôler? C'est épuisant. Elodie, comment se ressourcer dans un environnement stressant quand on est hypersensible aux stimuli extérieurs? Et Marianne, comment se relaxer lorsque des pensées intrusives arrivent et ne laissent aucune place à la relaxation? Comment peut-on débrancher lorsque le quotidien est souvent source d'angoisse? Merci Roxane, Elodie, Marianne. La réponse est dans la question comment peut-on débrancher lorsque le quotidien est souvent source d'angoisse? Débrancher, ça s'apprend petit à petit, ça s'apprend par la présence. J'observe les pensées qui s'agitent en moi, qui sont dans le mental, qui veulent que je contrôle tout, comme Roxane l'évoque. J'observe ça et je ne m'y attache pas. Je ne laisse pas la pensée s'installer en moi. Je la laisse partir, je la laisse s'effilocher comme une brume s'effiloche à l'arrivée du soleil. Et je reste présent à ce à quoi j'ai le goût d'être présent. La beauté, une fleur, un arbre, un nuage qui passe, une odeur, une saveur, une couleur qui m'enchante, une pensée belle et lumineuse qui m'habite, un vers qui me revient en mémoire et que je recite et que je renomme avec jubilation. Je ne laisse pas la pensée intrusive m'habiter. C'est une discipline, vous voyez, rien de bisounours là-dedans, désolé de vous le rappeler, mais en même temps, vous en êtes bien conscient quand vous avez appris à conduire une bagnole ou un instrument de musique ou du sport, vous avez fait des apprentissages, c'est pas venu tout seul. Et donc, pour apprendre à jouer au foot, ben vous ne faites pas la cuisine en même temps. Et pour pouvoir maîtriser votre ordinateur, vous ne tenez pas votre trompette en bouche. C'est chaque chose à son moment. Et donc, effectivement, je vois des confirmations dans le chat qu'il s'agit de faire une chose à la fois. Je suis pleinement dans ce que je fais pour que ce que je suis en train de vivre ait une intensité, une densité qui fait que je le goûte pleinement. Et donc, je ne suis pas en train de faire quelque chose avec plein de pensées qui s'agitent. Je suis en train de faire pleinement la chose que je fais. Petit à petit, ça s'apprend. Mais ça ne tombe pas du ciel, de nouveau. Nous avons donc besoin de reprendre le contrôle. C'est pas mon mental qui me contrôle. Je suis au-delà du mental. Je suis au-dessus ou je transcende mon mental.
Et différentes pratiques approches. À l'instant, je vois Sonia qui rappelle la sophrologie. C'est une approche magnifique. La sophrologie pour pouvoir apprendre à être là, à être dans l'instant, à être conscient. Et bien d'autres existent aussi, hein, comme le tai chi ou le yoga, bien sûr, qu'on a déjà évoqué. Nous ne pourrons pas entrer dans une nouvelle façon d'être sans en avoir fait profondément le choix et d'accepter les contraintes qui vont avec ce choix. Ça passe par une certaine contrainte, exactement comme répéter son cours de violon ou de piano ou aller à l'entraînement de foot est une certaine contrainte qui permet à un moment de goûter la jubilation, de maîtriser le plaisir. Merci. Alors oui, il y avait la question d'Élodie à laquelle je n'ai pas tout à fait répondu. Comment se ressourcer dans un environnement stressant et quand on est hypersensible aux stimuli extérieurs? Alors, reconnaissez cette hypersensibilité, faites-lui de la place, ne lui dites pas contre, reconnaissez que vous êtes hypersensible, que tel ou tel stimuli vous agace particulièrement, que ça vous énerve profondément, nommez ça. Nommez votre besoin de paix, votre besoin de silence, votre besoin de calme, votre besoin d'isolement peut-être ou de solitude. Nommez ce qui est précieux pour vous. Rappelez-vous cet résultat de la pratique de la communication non violente. Nos besoins ont plus besoin d'être reconnus que satisfaits. Et donc au milieu, par exemple, d'un plateau de travail où il y a des bruits, et des machines, peut-être des souffleries, etc., reconnaître, je suis fatigué de ces bruits, qu'est-ce que j'aimerais être en forêt, écouter le silence ou au bord de la mer ou simplement même dans ma chambre. J'aime le silence, j'aurais besoin de silence, j'aurais besoin de calme. Apportez-vous ce moment de douceur au milieu de l'environnement. Ne laissez pas l'environnement vous posséder complètement. Créez cet espace où vous êtes conscient de ce qui vous ferait du bien. Vous vous accordez du temps pour reconnaître que ça vous ferait un bien fou. Et vous acceptez petit à petit que c'est pas parce que ce besoin peut pas être nourri qu'il n'est pas juste. Il est vivant, ce besoin. Et ça va vous permettre, en principe, en tout cas c'est ce que j'observe, de mieux vivre la circonstance qui est pénible pour le moment et sans doute d'orienter vos choix de vie vers une façon d'être au monde où ces besoins qui sont si importants pour vous vont être de plus en plus nourris. C'est-à-dire qu'en prenant conscience que vous aimez le silence, vous aimez la solitude, vous aimez avoir votre bulle, par exemple, vous aimez ne pas être dérangé pendant une période de temps pour pouvoir être concentré sur un projet, vous chérissez ces choses, vous avez besoin de ces choses, vous aimez ces choses, vous aimez ces besoins, vous en devenez aimant, et vous vous souvenez sans doute de ma formule, eh bien, quand je deviens aimant d'un certain état, j'aimante à moi des occasions de le vivre. J'aimante à moi des occasions de le vivre. Je ne dois pas me croire, je demande juste de l'entendre et de prendre soin, si vous le voulez, de ces besoins profonds vers lesquels vous tendez de tout votre aide. Vous allez vers ça. Ça ne veut pas dire que vous y êtes, évidemment, mais vous tendez vers ça. Et ce que j'observe, parce que je l'ai vu pour moi, je continue de le voir pour moi, de façon qui souvent continue de m'enchanter, de m'émerveiller, mais je le vois chez les personnes que j'accompagne depuis tant d'années, des occasions de changement viennent que je n'aurais pas vues, que je n'aurais pas perçu et que je n'aurais en tout cas pas saisi si mon système de pensée était juste dans la négation, dans le négatif et à me plaindre de ce que je n'ai pas au lieu que de goûter ce que je voudrais avoir. J'en goûte déjà la saveur. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est simplement créer à l'intérieur de moi-même un état qui me donne l'occasion de percevoir et peut-être même, j'ose ce mot, attirer à moi des opportunités de le vivre. Ça s'instaure petit à petit et petit à petit vous verrez que peut-être d'autres façons de travailler, de vivre votre emploi pourront se faire ou votre vie de famille parce que vous êtes conscient de ce dont vous avez besoin. Vous pourrez plus rapidement indiquer vos limites. La question viendra notamment quand on a besoin de calme et qu'il y a les enfants, comment faire? Ben, il suffit peut-être de le demander. Moi, j'aime le calme, j'aurais besoin d'un moment de calme. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Thomas. Alors, pour les questions suivantes, la première question nous vient d'Alexandrine. Pour apprendre à se ressourcer, on parle souvent de lâcher prise, mais comment fait-on concrètement au quotidien? Et la seconde question de Léa, comment se ressourcer sans retomber dans le cercle infernal de la surcharge d'activité? J'ai vu passer dans le chat tout à l'heure une formule, il faut que je me ressource. Je trouvais ça amusant par rapport à ce que tu évoquais. Voilà.
Alors, peut-être tu peux laisser, Gabin, l'image pour moi parce que j'ai voulu la mettre sur mon iPad, mais j'ai dû la perdre. Comme ça, j'ai les deux questions bien en face de moi. Comment apprendre à se ressourcer? On parle souvent de lâcher prise, mais comment fait-on concrètement au quotidien? Oui, c'est une belle occasion d'aller voir qu'est-ce qui fait que je lâche pas prise, d'où vient cette pratique, cette stratégie de vouloir contrôler, anticiper, programmer. Qu'est-ce que ça dit de moi en termes notamment d'insécurité, d'absence peut-être de confiance en moi ou de confiance dans la vie, de confiance dans les autres, qui fait que je contrôle tout et que j'ai du mal à lâcher prise? Est-ce que j'ai pas besoin à un moment, vu ma fatigue, parce que c'est vraiment fatigant de tout contrôler, est-ce que j'ai pas besoin à un moment de faire confiance en moi, faire confiance en l'autre, faire confiance dans la vie? Et c'est une sorte de bascule, ça ne se décide pas mentalement, c'est quelque chose dans laquelle il s'agit à un moment de s'abandonner avec confiance, justement, je ne vois pas d'autres mots, mais ça nous permet d'évoquer l'enjeu des peurs. Je ne vais pas passer ma vie dans des peurs. Nous avons fait avec Gabin un beau séminaire sur les peurs, comment apprendre à démanteler l'habitude de la peur et basculer dans la confiance. C'est un des titres c'est un des sous-titres de Cessez d'être gentil, soyez vrai, mon premier livre, sorti il y a plus de 20 ans. Comment quitter la peur et basculer dans la confiance pour pouvoir lâcher prise. Je ne peux pas tout contrôler. Ça va m'épuiser, ça ne me rend pas joyeuse ni heureuse, ça me stresse, ça m'épuise, et si je suis épuisé, je suis épuisant. Si je suis fatigué, je suis fatigant. Si je suis angoissé, je suis angoissant. Vous voyez l'enjeu citoyen? C'est pas un petit boulot, hein. C'est vraiment un enjeu de société que d'apprendre à pacifier et retrouver de la confiance petit à petit, petit à petit. Et une des façons de le faire, c'est d'observer quels sont mes vrais besoins. Pourquoi je fais tant de choses? Pourquoi je contrôle tant de choses? Pourquoi je cours par-ci, 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 par-là? Eh bien, apprenons ensemble à clarifier ceci correspond à tel besoin, ceci correspond à tel besoin, ceci correspond à tel besoin. Tiens, quand je rassemble les besoins, ils sont au fond beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples que toutes mes envies et tous mes désirs qui me dispersaient dans tous les sens. Ça, c'est vraiment un travail de pacification du rapport au temps pour, pardonnez-moi, éviter de courir de choses à faire en choses à faire de façon de plus en plus névrotique. Comment se ressourcer sans retomber dans le cercle infernal de la surcharge d'activité, Léa? Ben justement, dans mon bouquin sur le bonheur, être heureux n'est pas nécessairement confortable. Je proposais cet apparent oxymore. Il est urgent parfois de ne rien faire. Il est urgent de ne rien faire. Rien faire du tout. S'organiser des plages où je fais rien. Vous allez me dire comment est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. On reste sur sa chaise, en silence. On laisse sa pensée partir dans une joyeuse rêverie. On évite évidemment les pensées stressantes, le programme, la liste de courses. On retombe pas là-dedans, on écarte. On reste avec un beau rêve. On rêve avec comment nous aimerions être dans 10 ans, dans 15 ans. Quels sont les projets, dans quel état j'ai envie d'être. On rêve d'un beau voyage. On rêve de comment passer des vacances dans la forêt, dans la nature, dans la montagne, en randonnée, au bord de la mer. On se laisse inspirer, petit à petit, petit à petit. Ce sont des moments de vacuité féconde. Rappelons-nous, si nous vous le voulez bien, que ces moments de vacuité sont féconds. Rappelez-vous Newton sous son arbre, une petite sieste sous un pommier, paf, la pomme tombe et il se rend compte de la loi de l'attraction. Fabuleux. Fabuleux. Il aurait été dans les choses à faire, à courir partout, il n'aurait pas vu la pomme tomber et il n'aurait pas fait cette prise de conscience extraordinaire. Rappelez-vous Archimède dans son bain, moment de méditation ou d'abandon dans l'eau chaude de son bain et pouf, il découvre un théorème fondamental. C'est fantastique. Nous avons besoin de ces moments de vacuité et d'organiser de vrais temps libres, libérés, ouverts. Et je vous en parle comme quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à le faire. Beaucoup de mal à le faire. J'étais quelqu'un qui courait, je l'ai dit, de choses à faire en choses à faire, de façon un peu névrotique et en tout cas compensatoire. Compensatoire de mon mal-être intérieur que je tentais de combler par des choses à faire. Je vous rappelle la formule que vous connaissez. Si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans ma vie, il y a inévitablement de moins en moins de vie dans les choses à faire, puisque tout est compacté.
tout est serré, il n'y a plus de vie. Ça n'a plus de goût, ça n'a plus de saveur. Et comme ça n'a plus de saveur, j'essaye d'en redonner en picolant un peu trop, en mangeant un peu trop de sucreries ou en mangeant trop, tout simplement, pour me donner une impression de saveur parce qu'il n'y a plus de saveur dans ma vie. Mais si ma vie est savoureuse, goûteuse, et que je vais de choses à faire en choses à faire avec un rythme que j'ai instauré comme étant de plus en plus doux, et je dis bien de plus en plus doux parce qu'on ne passe pas d'une vie précipitée à une vie tranquille du jour au lendemain, ça s'instaure petit à petit, eh bien si j'arrive à faire ça, la vie est goûteuse et donc j'ai pas besoin de mécanismes compensatoires pour me donner l'impression d'exister. De nouveau, je pense que nous pouvons percevoir l'enjeu citoyen. Donc l'idée, c'est pas d'entrer dans une nouvelle surcharge d'activité. L'idée, c'est justement de réduire, de simplifier, de faire moins et de faire évidemment mieux, avec beaucoup plus d'intensité. Merci Léa et Alexandrine. Merci beaucoup pour vos questions. Merci Thomas pour ces éléments. On aborde effectivement la notion du temps avec deux questions. Une de Sabrina, comment arrêter cette sensation de toujours courir après le temps et d'en faire au contraire un allié? Et la question de Julia, comment se ressourcer sans avoir le sentiment de perdre son temps dans des futilités? Merci beaucoup à toutes les deux. Comment arrêter cette sensation de toujours courir après le temps et d'en faire au contraire un allié? Ben, déjà en observant que vous êtes en train de courir après le temps et que c'est un ennemi pour le moment. Vous vous battez contre. Observez le piège. On ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Vous êtes piégé, comme je l'ai été, hein, comme nous sommes nombreux à l'avoir été, dans cette lutte contre. Et activez votre profond désir, votre profond besoin d'en faire un ami. Comment vais-je en faire un ami? Mes filles m'ont été extrêmement précieuses. Vous savez sans doute que j'ai 3 filles. Quand elles étaient petites, je me vois encore quitter la maison et dire à celle qui est là dans la pièce, je vais vite faire une petite course. Elle me prend par la manche et elle me regarde droit dans les yeux. Papa, pourquoi vite? Fabuleuse réaction d'enfant. Pourquoi vite? L'enfant arrive là, elle avait peut-être 7-8 ans, avec son rapport au temps à elle. Encore très neuf, pas du tout encodé dans la précipitation dans laquelle nous, adultes, nous sommes entrés. Et par cette petite phrase, elle me dit, papa, toi, tu t'es laissé encoder dans une course éperdue qui n'a aucun sens. Tu n'aimes pas faire les choses vite, tu le sais, mais tu continues quand même. Moi, je suis une petite gamine qui découvre le rapport au temps et j'ai envie qu'il soit doux. Alors pourquoi tu fais pas comme moi? Vraiment une leçon, je rends encore hommage à ma fille d'avoir eu cette pertinence. Et donc, demandez-vous quand vous courez, pourquoi je cours? Pourquoi je cours? Arrêtez-vous dans votre course et sondez ceci, pourquoi est-ce que je prête à la minute suivante le pouvoir d'être plus vivante que la minute présente? C'est quoi cette projection? Ce sera mieux tout à l'heure, quand j'aurai fini ma réunion, quand je serai rentré à la maison, quand j'aurai fait mes courses, quand j'aurai préparé le repas pour les enfants, quand ils seront tous au lit. Mais pourquoi est-ce que je cours comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me refuse de savourer l'instant? Culture du malheur? Goût du drame? Attachement à la souffrance? On n'est pas là pour rigoler, la petite injonction que je rappelais, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour en baver, on est dans une vallée de larmes. Est-ce que je reste là-dedans? Et donc je m'auto-sabote? Vous voyez que nous avons le pouvoir de changer le système de pensée. Mais je m'auto-sabote plus tout, je veux être dans l'instant, je tiens à goûter la minute, je marche tranquillement, je vais faire mes courses à un pas doux, je vais à mon rendez-vous en prenant le temps de m'y rendre avec plaisir, de savourer la marche si c'est une marche ou le transport en commun si c'est un transport en commun, de regarder les gens, de mettre mon nez par la fenêtre pour voir le paysage et comment les autres vivent. Je goûte la vie. Nous ne sommes pas là pour subir, nous sommes là pour nous enchanter et créer de l'enchantement. Merci Sabrina. Comment se ressourcer sans avoir le sentiment de perdre son temps dans des futilités, Julia? Je pense y avoir répondu à l'instant. S'arrêter pour savourer, est-ce futile? Évidemment, si vous vous arrêtez pour scroller sur votre téléphone portable, pour regarder des choses qui vous concernent pas, avec lesquelles vous n'avez pas rapport, et ça peut se révéler extrêmement futile. Et de nouveau, je critique pas, je dis pas que par moment, ça peut être distrayant dans un moment entre deux choses, d'aller regarder un peu tout ce qui s'agite derrière ce petit écran. Ça peut, bien sûr, mais attention au piège vraiment addictif. C'est que ça peut être vraiment une occasion d'être capturé par cette espèce de fascination à tout ce qui se passe derrière ce petit écran. Donc,
plutôt que d'envisager de faire des futilités, ouvrez un délicieux livre de poésie ou de sagesse. Mettez votre nez à la fenêtre pour contempler la majesté des nuages qui passent. Ressentez profondément que vous respirez comme votre conjoint ou votre enfant respire ou votre chat et comme les voisins de l'immeuble respirent tous et que nous sommes tous habités d'un souffle. Reliez-vous à ça. Dégagez-vous de l'idée que l'on fait des choses futiles. Vous faites des choses qui sont sensées, qui vous rappellent l'appartenance, la présence, le goût de vivre. C'est un enjeu citoyen de nouveau. Tellement de gens aujourd'hui ont perdu le goût de vivre et ne savent pas comment le retrouver. Nous avons donc l'occasion de travailler à ça. Voilà. Merci Sabrina et Julia. Merci Thomas. Et nous avons à nouveau 2 questions. Une première d'Aline, comment reconnaître mes vrais besoins et envies? Et une question de Karine, comment découvrir son moi profond, son essence, ses besoins pour être aligné et trouver la sérénité? Merci Aline et Karine. Je pense pouvoir faire une réponse un peu plus brève pour ces 2 questions. J'ai trouvé pour moi, en tout cas qui était très confus par rapport à ces enjeux-là, j'ai retrouvé un soutien extraordinaire dans la pratique de la communication non violente que nous diffusons avec Gabin depuis bientôt 3 ans. Cette pratique m'a vraiment aidé comme une sorte de fil rouge, comme une sorte de main courante à descendre marche par marche à l'intérieur de moi-même pour rencontrer la vraie personne et trouver mes vrais besoins et ne plus les confondre avec mes désirs ou mes envies. Mes vrais besoins sont stables, ils font partie de mon humanité. Ils sont communs à la planète tout entière. Par contre, mes envies et mes désirs peuvent être extrêmement changeants, variés et me mettre en différent et en hostilité par rapport au reste de la planète. Et donc, c'est pas un petit travail que de bien discerner est-ce que je confonds pas mes besoins de mes envies. Dans cette conscience-ci, que je n'ai pas toujours besoin de ce dont j'ai envie. J'ai pas toujours besoin de ce dont j'ai envie. Mes envies sont multiples, mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Et je n'ai pas toujours envie de ce dont j'ai besoin. C'est le sujet d'aujourd'hui. J'ai besoin de me ressourcer. Mais est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je me donne droit d'en avoir cette envie? Parfois, je me laisse piéger dans les choses à faire et je crois que c'est mieux de m'occuper des autres, de tous les autres, plutôt que de m'occuper de moi. Je suis piégé dans des habitudes, des automatismes, des programmations. Alors que mon vrai besoin profondément, et peut-être que la vie m'en envoie déjà des signes, c'est d'apprendre à me ressourcer avant que le burn-out ou la dépression viennent me coller sur une chaise ou sur un lit en disant « Occupe-toi de toi !» Et je t'envoyais des signes depuis longtemps, tu l'as pas fait, donc maintenant je te bloque. La vie, et je le dis souvent, avec beaucoup de respect pour les personnes qui traverseraient pour le moment une épreuve et qui auraient vraiment du mal à entendre cette formule, comme j'aurais eu moi du mal dans des moments d'épreuve à l'entendre. Mais dans une vision perspective, j'ai acquis cette confiance à travers l'accompagnement de beaucoup de souffrances et de malheurs, que la vie nous veut du bien. La vie veut notre éveil, veut notre éclosion. Et nous pouvons éclore par nous-mêmes en mettant en place une certaine hygiène de conscience, en le décidant anticipativement, éclore à qui nous sommes vraiment. Hein. Et si nous résistons à ce travail et que nous ne voulons pas nous y consacrer un peu de temps, d'énergie, de disponibilité, ben la vie qui nous veut du bien vient nous secouer un petit peu pour dire quand est-ce que tu vas éclore, quoi, quand est-ce que tu vas t'éveiller. Voilà donc une invitation à se mettre en route anticipativement plutôt que d'être solidement bousculé. Merci Thomas. Et la dernière question pour cette partie-là, une question que je trouve fort d'actualité, de Fedra. Comment pouvons-nous ne pas tomber en dépression et continuer à vivre nos vies, entre guillemets, bien rangées, alors que la souffrance, la peur et la violence nous entourent? Comme tu dis, Gabin, vraiment d'actualité, particulièrement avec les événements de ces dernières semaines, 10 jours en France. Comment ne pas subir cette espèce de contagion de la détresse, de la spirale de la violence? Et c'est là que l'on voit le besoin de rester centré. Il y a une tempête, il y a des intempéries, il y a un tsunami de violence qui se déverse là pour le moment, de façon bien sûr démesurée et qui ne va rien résoudre, mais qui est certainement le signe d'une grande détresse qui, elle, a besoin d'être entendue. Comment est-ce que moi-même je peux rester à l'écoute dans cette entente avec moi-même?
à l'écoute de ma propre détresse, de ma propre fragilité par rapport à ça, et rester centré, travailler sur moi pour descendre dans cet espace, cette nappe phréatique qui, elle, est tranquille et qui est calme et qui sait qu'on peut traverser toutes sortes d'intempéries avec confiance, avec abandon à ce que la vie nous propose là maintenant et qui a peut-être du sens que nous ne voyons pas encore. Si je ne suis, vous connaissez cette formule que je développe dans Être heureux n'est pas nécessairement confortable. Si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive dans l'instant, ce qui arrive quand même souvent, si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive dans l'instant, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux dans la durée, dans la continuité, dans ce qui va advenir de cette traversée pénible, de cette éclosion possible ou de cette incubation de la chenille dans son cocon, qui ne se doute pas en y entrant qu'elle n'y va pas pour une sieste, mais elle ne se doute pas qu'elle y va pour se liquéfier complètement, jus primal, complètement liquide, et se reformer petit à petit en papillon. Et donc, quand la vie nous amène à entrer dans une sorte de cocon et à une liquéfaction, nous sommes plutôt terrorisés, alors que peut-être c'est l'occasion de déployer nos ailes. Alors, compassion pour la souffrance, ouverture de cœur, envoi d'amour, gratitude pour la chance que nous avons de ne pas être dans la même souffrance que celle que nous voyons souvent autour de nous, gratitude, honorer la vie, merci. Merci la vie de me donner la chance de ne pas être dans toute cette tragédie que je peux voir effectivement sur les écrans et en même temps capacité à accepter que je ne suis pas le maître d'œuvre. Je suis un œuvrier de la grande œuvre, si cette formule vous parle. Je peux, là où je suis, apporter de l'allègement à la souffrance, de la légèreté, je peux penser des plaies, à commencer par les miennes évidemment. Je peux apporter du discernement, de la compassion, de la bienveillance qui consiste à bien veiller, je veille bien. Bienveillance, ça ne veut pas dire laisser tout faire. Attention aux interprétations malheureuses qui ont pu être faites ces derniers mois à propos de l'éducation. Bien veiller, c'est veiller bien et être vigilant. Et bien apporter ça autour de moi, là où je peux. En même temps, il y a peu de temps, j'ai entendu un moine tibétain dont le message était très chaleureux, je trouve, et très empreint d'humanité, d'humanisme, répondre à cette question-là, que par moment nous avons besoin de travailler une sainte indifférence. J'étais surpris par ces deux mots mis ensemble, une sainte indifférence. Je ne peux pas encaisser tout ce qui se passe autour de moi. Imaginez simplement qu'il y a 100 ans, on était au courant d'un millième c'est bien moins que ça, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous sommes surchargés de toutes ces informations tragiques. Comment digérer ça sans devenir zinzin ? Je pense que nous avons besoin d'en partie d'accueillir ce que nous pouvons, mais en même temps sentir ma limite est atteinte. Je développe, j'aime bien cette expression, même si elle paraît bizarre, une sainte indifférence, parce que j'ai envie, là où je suis, d'être un être qui apporte de la joie, de l'enchantement, et qui crée le monde qu'il veut voir éclore, plutôt que de se battre contre le monde qu'on ne veut plus. Ça, c'est un des principes de vie, en tout cas, je sais qu'il est partagé par beaucoup de personnes. Mettons notre énergie à créer le monde que nous voulons, plutôt qu'à nous plaindre du monde que nous ne voulons plus. Elle sera infiniment mieux investie s'il faut employer ce langage de business. Et en tout cas, je peux vous assurer, gardons le langage de business, que le return sur investissement est considérable. Si j'investis dans la co-création du monde que je veux, waouh, quelle fête, quelle félicité, quelle rencontre je fais, quel contact, quel projet porteur. Mais il fut un temps où je me battais contre ce que je voulais pas, je rencontre des gens qui se battent dans ce qu'ils veulent pas et c'est pas le même climat, vous voyez. J'ai confiance, comme chaque printemps, je suis émerveillé de la fidélité de la nature qui nous ramène tout son cycle éblouissant. J'ai confiance qu'en créant le monde que nous voulons, en y travaillant, à la mesure de nos moyens, qui sont parfois menus, et c'est pas grave, nous faisons ce que nous pouvons faire, comme le colibri, eh bien, nous encourageons cette floraison, nous encourageons cette éclosion, nous y prenons notre part. Merci pour les questions. Merci Thomas. Voilà pour cette première partie qui était la plus longue de la partie questions-réponses. On a déjà évoqué de nombreuses pistes. On prend maintenant les questions. Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? C'est un enjeu qui est revenu de très nombreuses fois dans les questions que vous nous avez partagées. Une première question de France. Bonsoir. Je partage tout à fait l'idée qu'il est important de prendre soin de soi pour être pleinement disponible envers les autres. Cependant, je n'arrive pas à empêcher cette pointe de culpabilité et cette sensation désagréable
de me sentir égoïste. Je me rends compte en écrivant ces lignes que la sensation que je ressens est cette boule au ventre. Si je prends le temps de la ressentir, ce qui me vient, c'est la peur de ne pas être aimé, apprécié, d'être jugé. Cette peur prend le dessus sur mon besoin de me ressourcer et il suffit de peu, une remarque, un regard agacé, un soupir, pour que mon besoin qui au départ me semblait juste vacille. J'ai parfois du mal à mettre des limites. Mon curseur est soit trop bas ou soit trop haut ou fluctuant. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un manque d'estime? Merci pour votre réponse, France. Merci France, et il me semble qu'en posant la question, vous apportez la réponse. Et clairement, s'il vous suffit d'une remarque, d'un regard agacé, d'un soupir pour que votre besoin, pourtant bien légitime, et vous le savez, vacille, et c'est qu'effectivement, vous avez pas encore tout à fait trouvé la juste estime de vous, qui peut vous permettre de dire, de voir la remarque ou le soupir ou l'attitude de l'autre sans le prendre contre vous, et rester fidèle à ce que vous avez choisi de vivre pour vous-même. Et heureusement, bonne nouvelle, l'estime de soi, ça s'apprend, ça se muscle, ça se jardine, ça se développe, ça s'entretient. Clairement, et beaucoup de pratiques le permettent. Et pour moi, je peux vous assurer que la pratique de la communication non violente a été vraiment une clé, car je manquais beaucoup d'estime de moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais la trentaine. J'étais très dans le doute, comme je l'ai souvent mimé, je mettais 50% de mon énergie à tenter de plaire aux autres et 50% de mon énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres. Plaire d'un côté, éviter de déplaire de l'autre, il n'y avait plus d'énergie pour être moi-même. Et donc, je sais que nous sommes extrêmement nombreux dans cette tension, et nous avons déjà fait avec Gabin plusieurs échanges là-dessus que vous pourrez retrouver sur comment travailler à développer une meilleure estime de soi, permettant de faire ce qui nous paraît juste, quitte à déplaire évidemment. Nous ne sommes pas sur Terre pour plaire à tout le monde, nous sommes sur Terre pour être dans une joyeuse expansion de nous-mêmes et apprendre à connaître le meilleur de nous et le mettre au service de la vie collective. Mais ça, notre entourage ne va pas toujours le comprendre. Et si j'ai besoin de me ressourcer pour être en meilleure forme, j'ai besoin de le dire clairement, voilà, je me ressource pour être en meilleure forme, et je peux comprendre que tu aurais préféré que nous fassions quelque chose ensemble. En même temps, là, ma limite est atteinte, j'ai besoin d'un temps pour moi. Merci, bonsoir. Et c'est pas contre toi, vous pouvez l'ajouter, j'aime être faire des choses avec toi, j'aime aller me promener avec toi, ou j'aime faire du sport avec toi, j'adore ces moments de connivence et de complicité, merci pour ça. Et en même temps, le fameux et en même temps, qui je pense est un peu galvaudé chez vous au sommet de votre état, mais qui a sens parce que ça permet de voir les choses convergent, c'est pas contre, c'est avec, il y a et ceci et cela, et ça se passe pas forcément au même moment. Même langage à tenir avec les enfants, et j'adore jouer avec toi, et passer du temps avec toi, et lire un livre avec toi, ou aller me balader, ou aller à la plaine de jeu, selon l'âge de l'enfant. Et j'adore ça, ces moments de connivence m'enchantent, et je n'hésite pas à donner des détails sur ce qui est nourri dans ces moments-là. C'est pas juste c'est chouette de faire ça, ça nourrit mon besoin de présence, d'attention, de contact, et d'humour à nous deux. J'adore ces moments-là. Et en même temps, là, dans l'instant, j'ai besoin d'une bonne heure pour faire une sieste, ou pour être seul, ou pour simplement parler avec ton père ou avec ta mère, et j'indique ce qui se passe en moi, je nomme, cessons d'être gentils, soyons vrais, nommons ce qui se passe, et l'amour pour l'autre, et l'amour pour soi. C'est ce travail que nous sommes invités à faire pour déculpabiliser, vous l'évoquiez très clairement, la culpabilité dès que vous prenez soin de vous et que l'autre vous envoie une remarque qui vous déstabilise. Plus de culpabilité, nous avons besoin de nous défaire de ça. La culpabilité est un poison qui tétanise. La responsabilité est une vitamine qui énergise. Et donc la responsabilité, c'est être et présent aux autres et présent à soi, les deux. Merci beaucoup, France, pour votre question. Merci, Thomas. Nous avons ensuite 3 questions sur ce thème. Apprendre à se ressourcer, comment le faire sans culpabiliser? Corinne, c'est très direct. Stéphanie, lorsque naturellement nous sommes fortement tournés vers l'autre, quel rituel pouvons-nous mettre en place pour nous ressourcer personnellement et garder ce réflexe de pause sur du long terme? Et Christelle, je sens parfois que j'ai besoin de me ressourcer, dormir, voir des amis, aller à une expo. Pourtant, je me laisse agripper par l'intendance, le travail ou la famille. Ensuite, je me sens mal et je culpabilise de ne pas prendre le temps de prendre soin de moi. Comment sortir de cette boucle infernale? Est-ce juste une discipline à instaurer dans ma vie?
Et merci à toutes les trois. Se ressourcer sans culpabiliser, je pense que nous venons de l'évoquer, lâcher l'habitude de la culpabilité. C'est une vieille habitude, c'est une programmation. Je devrais, j'aurais pas dû. C'est une programmation. Nous pouvons nous défaire de ça et clarifier quelle est ma responsabilité et est-ce que je l'assume, qu'est-ce qui est de mon ressort et est-ce que je l'assume et qu'est-ce qui est pas de mon ressort et est-ce que je l'accepte pour rendre à César ce qui est à César et ne pas prendre tout sur mon dos. Malheureusement, les gentils garçons, gentilles filles que nous sommes souvent avons appris à tout prendre sur notre dos. C'est pas juste. C'est un ancien système éducatif qui a souvent fonctionné dans la culpabilisation. Tu devrais, c'est ton devoir, ce n'est pas bien de. Cette pression morale nous a coupé de nous et nous sommes téléguidés par la culpabilité. Donc, c'est pas un petit travail que de s'en défaire et de retrouver la joie de la responsabilité qui nous permet d'indiquer des limites. Et comme je l'évoquais, rendre à César ce qui est à César et ne pas prendre tout sur notre propre dos. Alors, quel rituel pouvons-nous mettre en place pour nous ressourcer personnellement et garder ce réflexe de pause sur du long terme? Vous l'évoquez très justement, Stéphanie, un rituel, réaliser que vous êtes tourné vers l'autre et vérifier à ce moment-là, tiens, je vais faire ça pour les autres, est-ce que je le fais de gaieté de cœur? Est-ce que je suis dans la joie, dans l'enthousiasme, complètement mobilisé? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui dit, t'oublies de t'occuper de toi? Est-ce que je suis compétent pour aider l'autre? Rappelez-vous cette formule de la PNL, je pense. Et est-ce que l'autre a fait sa part? Est-ce que l'autre se prend en main? Ou est-ce que je suis en train de compenser son indigence à trouver son autonomie? Est-ce vraiment aider que d'aider? Est-ce vraiment aider que d'aider? Ça demande de la réflexion, du recul, et parfois ne pas aider est la meilleure aide que l'on puisse apporter pour que l'autre trouve son autonomie, son espace. Et donc, vous voyez que de nouveau, nous aurons besoin de travailler notre intériorité, notre capacité de recul pour discerner vraiment pourquoi je fais les choses. Est-ce que je quête désespérément de l'amour? Reconnais-moi, dis-moi que je suis bon parce que je t'aide. Et là, je suis pas dans le don d'amour, je suis dans la quête d'amour. Je suis pas en train de donner joyeusement, je suis en train de mendier. L'énergie est très différente et elle peut être très très plombante. Donc, ça nous demande ce réflexe de pause régulier pour sentir comment ça va, comment je me sens, hygiène de conscience que nous avons déjà rappelé. Merci pour ça. Beaucoup d'entre nous sommes très très attirés par le souhait de prendre soin de l'autre et c'est très juste. C'est une immense joie. Je fais ce travail parce que j'adore prendre soin des gens, bien sûr. Sinon, je le ferais pas. Et c'était déjà ce qui m'avait guidé en étant avocat, aider les gens dans mon premier métier d'avocat. Et puis après, les gamins dits de la rue, aider les gamins à s'en sortir, à trouver du sens. C'est passionnant d'aider les gens. Ça donne beaucoup de sens à la vie. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous y épuiser, sinon on ne fera pas long feu. Alors, Christelle, je sens parfois que j'ai besoin de me ressourcer, pourtant je me laisse agripper par l'intendance, le travail ou la vie de famille, voilà. C'est le risque, effectivement, de confondre des priorités. Tout est juste, la famille, le travail, les amis, tout est juste, et en même temps, nous avons besoin de sentir qu'il y a des priorités et des moments. Et c'est pour ça qu'en travaillant le il faut, vous aurez peut-être certaines eu l'occasion de travailler le il faut. Nous décodons le il faut en je choisis ceci ou ça. Parce que j'y tiens, parce que c'est important pour moi, pour le moment, et par priorité, je choisis ça, en acceptant les inconforts qui vont avec mon choix. Et donc je suis conscient que s'il y a option qui fait sens pour moi, il y a aussi renoncement à d'autres choses que j'aurais bien aimé faire également. Et j'accepte de me défaire de l'option à laquelle je renonce, en sorte de pouvoir être complètement engagé de l'option que j'ai retenue. Donc il y a un petit moment de deuil, on en a parlé, qui est un processus, c'est pas je clique sur l'ordi, je travaille à lâcher l'option que je laisse de côté pour ne pas en être encombré et empêcher de vivre ce que j'ai choisi. Et donc, ça permet de réaliser que c'est pour le moment et par priorité. J'aurai d'autres moments et d'autres priorités. Et donc, ça s'inversera peut-être dans la journée ou dans la semaine qui suit. Et ça, c'est précieux de garder cette flexibilité d'esprit dans mon comment ça va. Les choses peuvent changer. Et donc pouvoir réaliser, pour le moment ma priorité c'est mon travail, ou c'est mes amis, ou c'est l'intendance de la maison par exemple, et je choisis ça avec plaisir. Ça veut donc dire que je fais pas peut-être mon violon ou ma balade en forêt ou mon yoga à ce moment-là, mais je me donne le choix de revérifier plus tard dans la journée ou le lendemain ou dans la semaine qui suit, un autre pour le moment et une autre priorité qui fait que je vais laisser mon intendance parce que là franchement j'ai besoin de ma marche en forêt ou j'ai vraiment besoin de me ressourcer en échangeant avec de bons amis et en allant rigoler, m'amuser et changer un peu mon état d'esprit. Et donc tant pis pour l'intendance à ce moment-là.
Et pour ça, vous verrez que nous aurons besoin de nous défaire assez souvent d'enjeux comme, par exemple, le perfectionnisme. Par exemple, évidemment. Vouloir que tout soit parfait, au top tout le temps, ça pourrait pas mal nous plomber. Voilà, d'une petite discipline de vie instaurée. Je choisis pour le moment et par priorité. Et c'est changeant. Je laisse la vie m'habiter. Merci Christelle. Merci Thomas pour ces rappels. La troisième partie de notre soirée questions-réponses, comment trouver l'équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin des autres. Avec deux questions. Une première question d'Anaïs. Comment réussir à prendre soin des autres sans s'oublier soi-même? Je fais souvent passer l'autre, ses besoins ou la satisfaction de son désir, par exemple, avant moi. Je me sens dans l'impasse pour réussir à me prioriser aussi ou ne pas m'oublier du moins. Et d'autant plus quand nos besoins ou désirs sont contraires. Anaïs. Et une question de Fabienne. J'ai reçu une éducation où le seul schéma était de prendre soin des autres. Il est très facile pour moi de m'oublier. J'apprends à reprendre soin de moi actuellement. Ça me bouscule d'accepter que je me sois trompé et de changer de route émotionnelle. Avez-vous des conseils pour y arriver? Merci Anaïs et Fabienne. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui posent des questions. N'oubliez pas de poser des questions aussi, messieurs, à l'occasion ou la prochaine fois. Alors Anaïs, prendre soin des autres sans s'oublier soi-même. C'est vraiment le thème de mon bouquin, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Le sous-titre est Être avec les autres en restant soi-même. Être avec les autres, j'ai bien commencé par ça, parce que le sens de la vie est la convivialité, la communauté, l'entraide et le partage. C'est le sens de la vie en restant soi-même. Et ben ça s'apprend. Si j'ai écrit ce livre, c'est que j'avais drôlement besoin d'apprendre ça, évidemment. Et de nouveau, pour moi, la conscience que j'étais piégé dans une pensée binaire, grâce à la pratique de la communication non violente, a été extrêmement éclairante. J'avais cette impression, si je m'occupais de moi, que je manquais d'attention aux autres. Et que si je voulais vraiment m'occuper des autres, je devais me couper de moi. Mais mon Dieu, mais quel piège! Quel piège! Et la conscience du « et » est venue faire éclater cette tension, dissoudre cette tension. Et j'aime prendre soin des autres, et j'aime aussi prendre soin de moi, les deux. Et au-delà de j'aime, j'ai besoin. J'ai besoin de prendre soin des autres, ça donne sens à ma vie, et j'ai besoin de me ressourcer, sinon je ne vais pas prendre soin des autres longtemps. Je vais disparaître, je vais m'user. Voilà une clé donc pour rester dans ce surf, pour trouver la juste mesure entre le besoin de prendre soin des autres, le besoin de prendre soin. C'est un surf. Il n'y a pas une formule magique pour ça. C'est une sensation profonde de justesse. Je suis au bon endroit. Je fais ce qui me paraît profondément juste. Et vous verrez qu'il s'agit d'avoir dépassé le logico-mathématique et le raisonnable et la pensée égotique qui compte. Il ne s'agit pas de compter, d'analyser. Il s'agit de sentir profondément. Là, c'est juste ou c'est plus juste. C'est une sensation profonde et ce sont d'autres canaux d'intelligence dont il s'agit. Nous développons des canaux d'intelligence, d'intelligence relationnelle intérieure, d'intelligence intuitive qui nous permettent de ressentir autrement les choses. Alors, Fabienne, j'ai reçu une éducation où le seul schéma était de prendre soin des autres. Il est très facile pour moi de m'oublier. J'apprends à reprendre soin de moi actuellement. Ça me bouscule d'accepter que je me sois trompé et de changer de route émotionnelle. Avez-vous des conseils pour y arriver? Ben déjà, Fabienne, vous avez pris conscience du piège dans lequel vous étiez et vous vous mettez en route. Vous le nommez très clairement. J'apprends à reprendre soin. Ça s'apprend petit à petit. Et j'aime bien les formules qui donnent une pente douce pour aller vers l'objectif. J'apprends petit à petit, de plus en plus. Vous voyez, la formulation met de la douceur, de la perspective. C'est pas que je décide maintenant de prendre fin à moi. Là, on se retrouve devant une falaise ou un mur. Non, j'apprends petit à petit à reprendre soin de moi actuellement. Et ça me bouscule d'accepter que je me sois trompé, de changer de route émotionnelle. Oui, peut-être qu'il y a une partie de vous qui est triste de n'avoir pas eu cette conscience plus tôt et d'avoir peut-être passé pas mal d'années à vous oublier, ou en tout cas ne pas prendre soin de vous comme vous l'auriez souhaité. Accueillez cette tristesse, il y a un certain deuil à faire. J'aurais aimé faire ces prises de conscience plus tôt, j'aurais aimé savoir ce que je sais maintenant, combien c'est légitime de prendre soin, j'aurais aimé savoir ça plus tôt, et j'accueille la peine qui va avec ça. Il y a un petit deuil à faire, accueillez les larmes qui vous viennent, accueillez la nostalgie et sans doute effectivement la profonde tristesse qui accompagne ce moment où vous acceptez de pivoter à l'intérieur de vous-même pour basculer vers un autre état de conscience dans lequel vous avez décidé désormais de chérir l'être humain que vous êtes et d'en prendre soin au moins
au moins autant que vous prendrez soin des autres. Ce qui n'a rien à voir, vous l'aurez bien perçu dans tout ce travail, avec de l'égoïsme ou du narcissisme. C'est vraiment l'idée de savoir se recharger pour être pleinement présent. Merci Fabienne. Merci Thomas. Nous avons encore 2 questions pour cette partie-là. Une question de Myriam. Comment faire comprendre à son entourage, en particulier ses enfants, qu'on a besoin de silence, de temps pour soi, sans pour autant qu'ils pensent qu'on ne les aime pas? Parfois le risque est d'être si fatigué que je deviens agressive dans mes réponses. Puis je m'en veux. Merci pour votre retour. Et Émilie, comment exprimer à la personne avec qui on partage le quotidien notre besoin d'espace et de solitude utile à notre ressourcement? Merci à toutes les deux, Myriam et Émilie, pour ces questions très pratico-pratiques de la vie quotidienne. Et évidemment, eh bien, la réponse est au fond assez simple, en le nommant. En nommant, Myriam, exactement ce que vous venez de donner. J'ai besoin de silence, de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me réoxygéner, pour retrouver ma nappe phréatique. Et en même temps, je t'aime profondément et j'adore passer du temps avec toi et j'ai très envie qu'on se donne rendez-vous tout à l'heure ou demain pour une belle après-midi ou une belle soirée où on se parle, on échange, on fait des choses que nous aimons. Et donc, vous nommez à la fois que vous aimez la personne, que vous chérissez les moments partagés et que c'est important pour vous d'en baliser l'agenda pour être sûr qu'on va bien se voir et qu'on va pas se louper et qu'en même temps, vous vous aimez, vous nommez cela. Sinon, vous l'aurez perçu, le risque c'est d'être agressif. Évidemment, si vous êtes épuisé, fatigué, que vous n'avez plus de disponibilité de cœur, de conscience, d'énergie, vous risquez effectivement d'être agressive. Et c'est souvent d'ailleurs l'agressivité vient de ce qu'on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter à temps et on a laissé la cocotte minute se remplir de pression et puis paf, ça pète. Et donc vous pouvez le nommer aussi très clairement. J'ai envie d'être, s'il s'agit des enfants, de pouvoir dire j'ai envie d'être avec toi complètement disponible parce que j'adore jouer avec toi et prendre des moments de connivence, etc. Vous nommez ce qui fait que vous avez du plaisir avec les enfants. Et en même temps, là, je rentre d'une journée de travail extrêmement bousculante. J'ai des réunions extrêmement pénibles. Je suis fatigué à un point terrible. Et je pense que si j'écoute pas ma fatigue et mon besoin de prendre un temps pour moi, je risque d'être agressive et de dire des mots agaçants ou d'être nerveuse dans mon comportement. Et je veux pas ça. Je veux de la douceur entre nous. Alors, est-ce que tu peux comprendre que là, je vais faire une sieste ou je vais faire mon yoga ou je vais marcher un peu? Est-ce que ça te va? Et tout à l'heure, on se parle. Vous voyez, vous nommez les deux enjeux. Ce n'est plus de l'opposition. On n'est plus dans le mécanisme autobloquant des rapports de force. Fous-moi pas la paix, je suis fatigué, je vais dans ma chambre. Ben non. Ou bon, je m'occupe de toi, mais je suis énervé et je te le fais bien payer. C'est plus ça. C'est plus soit l'un, soit l'autre. C'est et. Et on organise des pour le moment et par priorité et dans la conscience que ça pourra changer. Ça devient une danse, vous voyez. Le vivre ensemble est une danse. C'est un nous que nous tentons d'entretenir, où chacun, je et tu, vont de plus en plus se sentir profondément respectés, intégrés, valorisés, faisant partie de la communauté, et le nous prévaut, un nous joyeux, un nous soutenant. Et il s'agit donc de nommer les enjeux et de se défaire de l'idée que l'on est contre, on est avec. Merci Myriam. Alors Émilie, comment exprimer à la personne avec qui on partage le quotidien notre besoin d'espace et de solitude utile à notre ressourcement? Même enjeu, nommez clairement. Et prenez régulièrement d'ailleurs du temps pour nommer et célébrer l'affection qui vous lie. Si vous parlez d'un compagnon, d'une compagne, un conjoint, une conjointe, régulièrement nommez la joie que vous avez à être ensemble. Fêtez cela, célébrez. Ne vous asseyez pas à la tablée sans dire que je suis content d'être là avec toi, ça fait tellement plaisir. Et si l'autre a préparé leur repas, remerciez ça, bien évidemment, de l'attention d'avoir fait les achats, les courses, d'avoir préparé leur repas. Ou si l'autre était plutôt à son travail, remerciez d'avoir assuré la ressource, si c'est le cas, et qu'il y avait de l'argent sur le compte pour payer la nourriture, etc. Remerciez, témoignez de la gratitude, en sorte que le nous est très très fécond et souhaite le bien de l'un et de l'autre, et qu'au moment où vous direz j'ai très envie d'aller faire cette marche avec toi ou d'aller faire les magasins avec toi pour profiter des soldes par exemple, je n'encourage pas à la surconsommation, mais c'est quand même une activité qui a lieu de temps en temps, et bien et en même temps je suis vraiment fatigué, je pense que je vais rester plutôt à la maison, est-ce que ça te va? Et nous ferons ça plus tard, et vous indiquez et l'amour et le goût de faire des choses ensemble et en même temps le besoin de vous reposer dans un climat qui a été nourri de nous. Et donc votre attitude n'est pas prise comme un rejet, votre attitude est comme un cohabitant du nous qui manifeste son attachement et en même temps son autonomie. Et attachement et autonomie, l'un n'empêchant pas l'autre, évidemment.
Vous voyez que c'est dans nos mains d'apprendre petit à petit. Oh mon Dieu, comme je souhaiterais que ça s'apprenne depuis la maternelle et que cette aisance soit intégrée comme celle de formuler des phrases. On apprend à lire, écrire et calculer, et pour la plupart des enfants, c'est assez facile de lire, écrire et calculer. Quand même, c'est des apprentissages pas compliqués. Pourquoi n'instaurons-nous pas d'urgence cette capacité à formuler des enjeux de cœur, des enjeux émotionnels avec la même précision? Voilà, invitation à tous les professeurs, directeurs d'école, enseignants et ministres de l'Éducation qui aident bien sûr dans cette assemblée virtuelle de changer nos programmes. Merci beaucoup et à bientôt donc. Merci beaucoup Thomas. Et nous arrivons à la dernière partie de nos questions-réponses. Comment concilier vie personnelle, professionnelle, sociale, etc. Comment concilier toutes ces vies qui se mêlent parfois. Avec une première question de Sidonie. Bonsoir, comment faire pour combiner notre vie personnelle et notre vie professionnelle? Personnellement, soit je travaille et je ne profite de rien, soit je suis sans travail et je peux profiter. Mais assez vite, je culpabilise, je vois les autres qui avancent dans leurs projets et j'ai l'impression de stagner. C'est très difficile pour moi d'allier les deux. Merci beaucoup Sidonie. Qu'est-ce qui fait que quand vous travaillez, vous ne profitez de rien? Est-ce que vous faites vraiment un travail qui vous pèse, qui n'a pas de sens? Et ça peut arriver, hein, que ce soit strictement alimentaire. Est-ce que, si jamais c'est le cas strictement alimentaire, est-ce que c'est quand même pas l'occasion de se réjouir, de se dire, ben, j'ai au moins une ressource. Grâce à cette ressource, j'ai une sécurité. Cette sécurité me permet d'ailleurs un peu plus que simplement la sécurité, peut-être un peu de confort. Je peux payer mon loyer, mes factures, me nourrir mes enfants et à l'occasion peut-être me faire une escapade d'un week-end ou des vacances. Donc, effectivement, c'est peut-être pas en soi le travail que je voudrais faire, mais il y a quand même un bénéfice à la clé et je suis conscient de ça pour le faire avec tout le cœur que je peux y mettre, l'intégrité et l'engagement. Ça, c'est si vraiment le travail est très rébarbatif et je sais que ça peut arriver, m'étant moi-même retrouvé dans un métier de juriste qui m'ennuyait et dans lequel je ne voyais plus de sens en soi, mais qui était alimentaire. Et puis, si jamais votre métier quand même vous plaît un peu, votre activité vous plaît un peu, savourez plus finement. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, du sens, le goût de contribuer? Soyez davantage consciente de ce qui fait que vous maintenez quand même ce travail. À côté de l'aspect alimentaire, bien sûr, il y a quand même des enjeux qui vous maintiennent dans ce travail pour rester éveillé et ne pas être anesthésié au travail et vivante à la maison. Vous êtes une seule personne. Comment rester vivante tout le temps? C'est ça l'exercice que nous sommes invités à faire. Et ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes sont en mutation aujourd'hui. J'accompagne beaucoup de gens dans un changement de carrière, d'orientation, je pense que la période du Covid a été un accélérateur de prise de conscience que nous voulons donner du sens à notre vie et ne plus retomber dans des routines anesthésiantes. Et je trouve que c'est heureux, même si c'est pas facile, hein, on est bien d'accord, personne ne dit que c'est facile. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine que nous réalisions simplement ceci. 80-90% des métiers de dans 10 ou 15 ans n'existent pas encore. Ça, ce sont des études qui le montrent. Et ils sont donc inventés. Et bien, c'est fabuleux. Qu'avons-nous envie d'inventer comme métier? Qu'avons-nous envie d'inventer comme métier? Vers quoi tendons-nous qui ferait sens pour nous? Et je rencontre, j'ai cette chance, beaucoup de personnes qui inventent des métiers, des activités, créent des entreprises qui n'existaient pas. Et il y en a beaucoup qui sont signalés d'ailleurs sur les réseaux. C'est super intéressant de réaliser que nous pouvons créer bien d'autres choses qu'une routine quotidienne et faire une vie choisie plutôt qu'une vie subie. Alors rien ne se fait d'un coup, rien n'est magique, mais je pense que ça donne vraiment sens dans la période assez chaotique que nous traversons, que d'au moins trouver l'ordonnancement de notre propre vie à travers ce chaos, petit à petit. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sidonie. Merci Thomas. Et voilà la dernière question de la soirée. Bonjour, je consacre beaucoup de mon temps dans le soin en secteur hospitalier. J'ai souvent ce ressenti que l'hôpital est en souffrance et que c'est une entreprise qui a du mal à prendre soin de ses soignants. Dans le relationnel, soignant, soigné, voire soignant, soignant, il peut y avoir des difficultés parfois au quotidien. Ce travail est aussi très prenant et je suis souvent sollicité et interrompu. Je me demande parfois s'il est préférable de changer de métier ou s'il y a une autre manière d'aborder mon travail. Quels outils me proposeriez-vous pour me ressourcer dans un quotidien
où il y a beaucoup de sources d'interruption, de stress et d'attente. Merci. Merci beaucoup pour cette question qui revient régulièrement dans le milieu du soin, de l'accompagnement et particulièrement le milieu hospitalier. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont en grande souffrance dans ces structures. Les structures sont souffrantes, comme vous l'évoquez vous-même. Et je crois profondément qu'elles sont, une partie de leur souffrance vient de ce qu'elles sont restées dans le système extrêmement pyramidal et patriarcal, dans un système de pensée très contrôlant et très rapport de force et goût du drame, attachement à la souffrance. On revient à des pièges de cet ordre-là et que nous avons donc besoin d'envisager, de revisiter ces structures pour les rendre humaines, disponibles, détendues, confiantes et davantage ouvertes à la diversité de pensée. Je pense qu'on a bien vu durant la période du Covid combien la diversité de pensée n'était pas trop bienvenue dans ces structures-là. Et voilà, ça c'est la perspective. Je rencontre beaucoup de gens qui ont envie de contribuer à changer cela, à apporter de la nouveauté, à apporter du changement. C'est certainement une manœuvre à très long terme. Ce que j'espère, c'est que des personnes peuvent peut-être créer un univers hospitalier qui soit vraiment orienté vers l'attention, la disponibilité, la bienveillance et non pas la performance du soin rentable, ce qui est malheureusement assez souvent le cas, en tout cas c'est ce qu'on me relate, la prestation tarifée qui doit être multipliée pour faire du chiffre et qui fait que l'on oublie le soin, la disponibilité, l'empathie et l'attention vraiment humaine. Comment vous ressourcer dans ce climat en attendant que d'autres portes s'ouvrent et que peut-être d'autres lieux vous permettent de déployer votre propre talent d'une façon qui vous plaise davantage? Eh bien, en restant centré, en travaillant ce qu'on a travaillé tout au long de cette soirée, la présence à vous, le comment ça va, l'écoute de parties de vous qui sont en souffrance, qui sont fatiguées du stress, de la tension, l'écoute de ça, le besoin de ralentir, le besoin de faire les choses plus doucement, le besoin de plus grand respect humain dans le ton, dans l'attitude, dans les rapports de la hiérarchie, dans le sens du service, etc. Accordez du temps à cette partie de vous pour vous ressourcer dans cette conscience que nos besoins, je le répète, ont plus besoin d'être identifiés, nommés, portés à la conscience que satisfaits. Et petit à petit peut-être envisager de vous rendre aimante de vos vrais besoins, en sorte d'aimanter à vous des occasions peut-être de changement, de transformation. Et vous rejoindre également à des personnes qui vivent les mêmes enjeux que vous. Et j'ai participé à un beau projet qui est né durant le confinement où effectivement les équipes soignantes étaient vraiment mises à dure épreuve et ce projet s'appelle Renfort en 2 mots sur un joli jeu de mots, se rendre fort et se renforcer en même temps. Et si vous tapez sur internet Renfort, il y a un accompagnement proposé aux soignants selon différentes approches et j'ai été consulté pour faire une petite approche avec des clés de communication non violente très très courtes. C'est un peu la trousse de secours en communication non violente quand on est dans un hyper stress et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller faire une journée de formation ni même 2 heures de formation, mais que peut-être en un petit quart d'heure on peut intégrer quelques clés pour retrouver son souffle, retrouver sa présence, sa disponibilité à travers la journée bousculante. Donc, je vous encourage à aller voir sur Internet Renfort en 2 mots. C'est un programme assez varié où il y a de la méditation, de l'écoute, la compréhension de certains mécanismes de gestion du stress. C'est très pertinent pour ce public dont vous faites partie. Et je nourris avec vous profondément l'espoir que comme dans le système éducatif, le système scolaire, nous puissions dans les années qui viennent voir de profonds changements de système de pensée pour que ce qu'on crée corresponde à nos vraies valeurs et ne soit pas déconnecté comme c'est malheureusement le cas souvent aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup Thomas et merci beaucoup pour le partage de toutes vos questions pendant la soirée. J'ai suivi également le chat pour votre attention, pour votre bienveillance également dans les échanges, toutes les questions également qui nous ont été envoyées en amont. On est conscient qu'en une soirée comme ça, on peut peut-être pas répondre à toutes les questions individuellement, mais en tout cas, on espère que ces pistes-là sont inspirantes pour vous. Et un grand merci à Thomas pour ta disponibilité pour évoquer ces enjeux précieux en ce moment, je trouve.
Merci Gabin et merci à chacun et chacune d'entre vous et à toutes les personnes dont on a pu retenir les questions, mais également à celles qui en ont posé d'autres qu'on n'a pas pu prendre. Merci de votre implication, de votre questionnement qui est le début du changement. Bien sûr, se poser les bonnes questions, c'est quand même une belle occasion de petit à petit obtenir les bonnes réponses. Et donc, c'est un très bon départ. J'aurais aimé pouvoir suivre tout le chat, mais évidemment, avec le propos que je vous partageais, j'ai pas eu l'occasion de regarder tout ce qui s'y passait. Voilà, je souhaite que les questions que vous posez trouvent petit à petit euh, leur réponse, confiant que le temps est un ingrédient. Tout à fait. Et puis Thomas a évoqué plusieurs fois dans la soirée des, des programmes ou des contenus qu'on a déjà eu l'occasion de tourner. Ça peut être peut-être des extraits que vous avez vus sur les réseaux sociaux, des soirées d'échange précédentes qui sont disponibles en ligne gratuitement sur différents thèmes. On a notamment le thème je pense, de l'estime de soi, du rapport au temps. Enfin, là, je crois que c'est peut-être la 14e ou 15e soirée d'échange qu'on a comme ça. Donc, c'est des soirées qui sont souvent riches. Donc, en tout cas, les ressources sont vraiment disponibles s'il y a des thèmes que vous souhaitez continuer à explorer. Et puis, les formations en ligne qui ont été également réalisées, qui sont disponibles. Et ce soir, on avait envie de vous parler d'une ressource qu'on prépare depuis plusieurs mois et qu'on est vraiment ravis de pouvoir partager avec vous. C'est une formation longue, un cycle de 9 mois. Thomas partage souvent dans son enseignement cet ingrédient du temps, comment prendre le temps pour installer les choses, et un petit peu comme un jardinage régulier. Voilà, donc c'est vraiment un format de formation qu'on avait à cœur de proposer. Ça fait plusieurs mois qu'on le prépare maintenant, et donc il ouvre ses portes aujourd'hui. C'est une formation qui aura lieu d'octobre 2023 à juin 2024 et qui s'appelle le parcours ici, avec une riche signification, puisque ici est un acronyme de plusieurs mots. Donc on se propose pour cette fin de soirée de vous donner quelques informations complémentaires à ce parcours pour les personnes qui auraient l'élan et la possibilité de le rejoindre. En tout cas, nous, on aura grand plaisir à partager cette aventure avec vous. Thomas, est-ce que tu vas en dire un petit mot sur l'acronyme ou sur le... Sûr, d'abord pour célébrer que c'est ta trouvaille, Gabin, lorsque nous avons fait une soirée, hein, une rencontre un peu de think tank pour trouver un titre qui nous parle et qui indique toute la dimension de connaissance de soi au service de la vie communautaire. Le premier titre qui avait donné un peu comme un titre de travail était le programme Inspire, ce qui était pas mal déjà, ça inspiré, mais ça parle un peu trop limité en développement personnel. Pour moi, c'est vraiment précieux. Tu le sais, et beaucoup d'entre vous qui nous suivez le savent, de sentir que nous ne faisons plus du développement personnel, nous sommes en train de faire du développement social durable qui passe par cette connaissance de soi. Et donc, en cogitant ensemble sur différentes propositions, c'est toi qui as fait cette belle proposition de l'acronyme ICI, qui nous invite d'abord à être ici, ici et donc dans l'instant. On a pas mal évoqué ce soir ce besoin vraiment d'être dans l'instant. Et ça nous permet de combiner à la fois avec le premier I, la dimension de connaissance de soi, pour incarner, travailler l'introspection, l'intériorité, l'inspiration, l'intégration de ce processus et l'incarner vraiment dans sa vie. Et puis le C nous invite à la contribution, à cultiver cet état, à changer bien sûr, à collaborer, à communier, à coopérer et à célébrer avec la communauté autour de nous. Et enfin, le troisième I est vraiment l'occasion d'inspirer les autres par notre attitude, d'inclure évidemment pour sortir de la division, d'imaginer, d'innover et d'inventer d'autres façons d'être ensemble et peut-être même d'initier des nouveaux projets ou des nouveaux métiers comme nous venons de l'évoquer dans notre dernier échange. Et donc voilà, je célèbre Gabin ta belle trouvaille de cet acronyme ici qui pour moi résonne profondément avec le travail que je fais depuis longtemps et que nous faisons ensemble. Et voilà, j'apprécie beaucoup aussi qu'il se déploie dans le temps, permettant de sentir que nous intégrons par élément, par morceau, par saison. On a beaucoup évoqué le pour le moment et par priorité. Ben, je fais de temps en temps ceci, de temps en temps cela, et petit à petit ça s'intègre. Vous aurez l'occasion de suivre les différents cours en ligne que nous avons enregistrés. Vous aurez l'occasion d'avoir des moments de pratique avec Arnaud, qui est une des personnes qui m'assiste depuis des années, qui a une belle expérience et que j'apprécie beaucoup et que certains ont peut-être déjà rencontré dans d'autres sessions. Et puis nous aurons des moments d'échange où je pourrai répondre aux questions, un peu comme ce soir, des soirées où nous pourrons nous rencontrer pour affiner certaines choses, répondre aux préoccupations, célébrer aussi ensemble les prises de conscience.
Et voilà en tout cas ce que j'ai à l'esprit de ce que nous proposons. Gabin, il y a encore d'autres choses. La possibilité d'assister à des Oui. séminaires en présence que nous donnerons à l'occasion avec des groupes permettant d'accueillir un assez grand groupe. Voilà différentes façons, différentes facettes pour travailler cette approche de la connaissance de soi au service du vivre ensemble. Tout à fait. On pourra revenir à la fin sur la notion, dans les temps de travail qu'on a eu ensemble, tu as insisté vraiment pour cette dimension d'intériorité citoyenne et pas seulement de développement personnel. Et je pense que c'est vraiment aussi l'essence et ce qui est au cœur de ce parcours. Et donc peut-être simplement pour donner quelques informations sur ce qui se trouve à l'intérieur du parcours que tu commences à évoquer, Thomas. Donc on va retrouver l'ensemble des formations en ligne qui ont été réalisées avec Thomas et en développant depuis 3 ans et demi maintenant, donc aussi bien les bases de la CNV, que apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence, l'estime de soi, vivre au-delà des peurs, couple, amour et relations. On a également des séminaires d'approfondissement sur apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire, avec le rapport au temps et à l'argent. On a également un séminaire d'approfondissement qui aborde les enjeux de s'affirmer sans agressivité, la capacité à dire non et à entendre le non, la colère, la culpabilité dont on parlait aussi ce soir. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des formations en ligne qui ont été réalisées et celle-ci, dans le cadre de la formation, il y a le parcours de 9 mois, mais tous les contenus, vous aurez un accès à vie. Donc voilà, toutes les formations qui ont été réalisées avec Thomas seront disponibles. Ça représente un petit peu plus d'une centaine d'heures de contenu vidéo et pour la plupart qui ont été tournés en présentiel avec des groupes de participants. Et ça, c'est vraiment, pour nous en tout cas, ce qui fait la richesse aussi de ces formations, c'est les interactions et toute la dynamique et j'allais dire les émotions qu'on y trouve aussi. C'est souvent des émotions, des formations qui sont touchantes. Donc, c'est ça qu'on appelle les formations en ligne immersives. Donc ça, c'est le premier élément du parcours. Ensuite, on aura des ateliers de pratique qui seront accessibles en direct et en ligne, où que vous soyez dans le monde, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le travail de diffusion de vidéos, il y a des personnes qui nous suivaient un petit peu partout dans le monde. Et donc, on s'est beaucoup posé la question comment proposer un parcours de formation qui puisse intégrer, accueillir un maximum de personnes et avec le minimum de contraintes aussi géographiques et de déplacement. Donc, ce sont des moments qui seront proposés en ligne, qui seront animés par Arnaud de Flandre. Et c'est des moments qui seront également enregistrés, donc qui pourront être suivis ensuite en replay. Et voilà, donc c'est vraiment pratiquer pour développer les compétences qu'on évoque. Il y aura 6 ateliers de pratique tout au long du parcours. Et je pense qu'on va vraiment prendre les grandes compétences. Donc je pense qu'on commencera par l'écoute, un atelier de pratique sur l'écoute empathique. Et l'idée, ça sera vraiment de travailler, faire des exercices et s'entraîner à ça. Ça, c'est pour les ateliers de pratique. On retrouve également des moments d'échange donc avec toi, Thomas, ce que tu disais, de manière un peu plus personnelle pour approfondir, aller plus loin, répondre aux questions que les gens peuvent se poser. Donc ça, il y en aura tout au long du parcours. À nouveau, ils seront disponibles et accessibles en ligne, en direct. Ça a été aussi une demande de ta part qu'on puisse vraiment vivre ces moments en direct. Et en même temps, ce sera enregistré pour être disponible ensuite en replay. On aura également des groupes de compagnonnage avec un référent pédagogique de l'équipe du parcours formé à la CNV. Et ces groupes de compagnonnage, c'est vraiment pour avancer ensemble, pour bénéficier du soutien, de l'encouragement de tous les membres de la communauté. On a ouvert les inscriptions il y a quelques heures et il y a déjà des gens qui ont rejoint avec des niveaux de pratique de la CNV qui sont différents, mais on sent déjà les connexions et la richesse que ça sera. Donc on est vraiment ravis de voir ça. Et on proposera également des ateliers de découverte pour s'ouvrir à des approches complémentaires à la CNV. Thomas, on parle souvent. Ce soir, c'est pas la soirée où on a le plus parlé d'approches complémentaires. On a parlé un petit peu de la méditation, de la sophrologie. Si, on a quand même parlé aussi des lectures, de la spiritualité, de la contemplation. Mais voilà, il y a plusieurs approches qu'on vous proposera. Il y en a une qu'on a identifiée très clairement, c'est l'IFS, Internal Family System, avec Isabelle Desplat. Et on sera vraiment ravis de vous faire découvrir cette approche riche et très complémentaire avec la CNV. Je crois que Thomas, tu t'en parlais la dernière fois.
Oui, oui, j'apprécie beaucoup l'approche de Dirk Schwartz sur Internal Family System et particulièrement la façon de l'enseigner d'Isabelle Desplat, qui est une amie très inspirante, très clarifiante. Et donc, nous sommes ravis dans le programme de vous proposer cette rencontre. Tout à fait. Donc c'est à la fois pour vous faire découvrir des approches et aussi pour vous faire découvrir des personnes qu'on trouve inspirantes, dont le travail vraiment nous inspire. Et voilà, donc il y aura plusieurs ateliers de découverte comme ça tout au long du parcours, s'ouvrir à cette complémentarité de la CNV et plus globalement de l'intériorité citoyenne. Je vois que Laurie vient de mettre le lien dans le chat si vous voulez aller voir plus précisément. Et pour les personnes qui verraient la vidéo en replay, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Un des ingrédients également pour ce parcours, c'est la communauté soutenante, consciente, engagée. Ce que je vous disais, on commence à avoir les premières inscriptions. Il y a vraiment des personnes qui ont déjà bien cheminé sur la CNV ou sur ces enjeux et des personnes qui découvrent et qui rejoignent ce cheminement. Et c'est vraiment ouvert à tous. Et en même temps, on a vraiment eu à cœur dans ce parcours pendant 9 mois qu'on puisse vraiment créer du nous, créer du lien, et qu'il y ait des choses qui puissent émerger de ça. Et donc, on a choisi, c'est une toute nouvelle application, un tout nouveau logiciel. Et on est ravis c'est vraiment un logiciel qui est fait pour se connecter. Et vous verrez, dès que vous vous inscrivez à la formation, pour les personnes qui le souhaitent, vous serez invité dans cet espace, vous pourrez compléter un petit profil, vous pourrez échanger les uns avec les autres. Il y a déjà plein de profils qui ont été renseignés. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer du nous au sein de cette formation et de ce parcours. Et en bonus complémentaire, pour celles et ceux qui le souhaitent, on proposera également mettre à disposition des sessions d'accompagnement individuel avec des praticiennes CNV expérimentés. Je pense par exemple à Fanny Prou et à Arnaud de Flandre, qui t'accompagnent depuis de nombreuses années, Thomas, et qui suivent et qui connaissent très bien ton travail, et qui sont souvent assistants sur tes stages et qui proposent eux-mêmes des formations à la CNV et qui sont tous les deux thérapeutes CNV. Donc pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez bénéficier d'accompagnement également individuel en complément de la formation et de l'aventure collective. Et on a également des séminaires en présentiel, donc il y en a 2 qui sont prévus. Avec toi Thomas, un au mois de décembre au hameau de l'Étoile près de Montpellier pour un séminaire plutôt d'introduction à la CNV. On reprendra vraiment les éléments de base. Et au mois de janvier, du 22 au 26 janvier, donc c'est des séminaires résidentiels de 4-5 jours. Ce sera plutôt un séminaire d'approfondissement. Donc à nouveau, c'est vraiment à la carte. On a vraiment pensé ce parcours-là à la carte pour qu'il soit le plus accessible possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ces séminaires. L'inscription à ces séminaires, elle est possible une fois que vous avez rejoint le parcours. Pour l'instant, les séminaires ne sont pas ouverts au grand public. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le proposer au sein de ce parcours. Et puis, dans 2 ou 3 mois, une fois que les inscriptions seront clôturées, si des places sont encore disponibles, on ouvrira les places restantes. Mais une des possibilités, c'est que les séminaires soient déjà complets avec les participants au parcours. Et c'est vraiment l'idée aussi de pouvoir se retrouver en présentiel. En vrai, c'est vraiment une demande qu'on reçoit très souvent. Donc voilà, donc ces séminaires sont prévus aussi dans ce parcours-là pour ça. Voilà les petites infos pour les séminaires, du 11 au 15 décembre pour le séminaire d'introduction et du 22 au 26 janvier pour le séminaire d'approfondissement. Les 2 auront lieu au hameau de l'Étoile, un lieu qu'on aime beaucoup, tout près de Montpellier. Voilà donc pour quelques informations pour ce parcours ici. Vous pourrez retrouver plus d'informations, vraiment toutes les informations sur la page de présentation. Et ce que je disais Thomas, juste avant de partager ces éléments, c'est que tu as vraiment insisté dans les temps d'échange, de travail sur la dimension citoyenne que tu voulais donner aussi à ce parcours-là. Et ce n'est pas seulement, entre guillemets, un parcours de développement personnel, c'est quelque chose de plus grand. Oui, clairement, ce qui me tient profondément à cœur, c'est se changer soi pour changer le monde, selon une expression qui est aujourd'hui bien connue, et de devenir le changement que nous voulons voir dans le monde, selon l'expression de Gandhi, qui était le monde bien connu. C'est ça que j'ai envie de servir profondément, conscient que, comme je l'évoquais au tout début de notre rencontre ce soir, et je le dis souvent dans mes conférences, notre pouvoir de nous transformer est aussi considérable qu'il n'y aurait jusqu'ici, mais voilà des moyens de prendre conscience de ce pouvoir et de le mettre en œuvre. Super.
Ça me paraît une très belle invitation pour conclure cette soirée qui a été riche, qui a été dense. Merci beaucoup Thomas pour tous ces éléments, pour cette générosité dans ton partage. Et Merci merci. beaucoup à toi, Gabin, et à Laurie pour la préparation, l'organisation, le recueil des différentes questions. Et merci beaucoup à toute l'audience qui est là, toutes les personnes qui sont là, souvent de loin. Très, très touché d'avoir pu passer ce temps sur ce sujet qui est vraiment précieux. Et en espérant que ça vous donne quelques pistes, quelques clés pour profiter des temps qui viennent, pour vous ressourcer profondément au grand bénéfice du monde qui a besoin de se ressourcer. Merci beaucoup Thomas et merci à tous. Passez une très belle soirée, un très bel été. Et puis la prochaine soirée d'échange aura sûrement lieu à la rentrée au mois de septembre. On vous tiendra au courant par mail. Et d'ici là, on vous souhaite plein de belles choses en cette période estivale. À bientôt alors. Au À revoir. bientôt. Au revoir.